Hello et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Copywriting Rockstars. Dans ce premier épisode, je reçois Stan Leloup de Marketing Mania. Alors Stan, on ne le présente plus, c'est l'un des entrepreneurs qui a le plus popularisé le copywriting en France ces dernières années. Et aujourd'hui, Marketing Mania, c'est une équipe d'une petite dizaine de personnes, plusieurs formations en marketing, en freelancing, en Facebook Ads et forcément en copywriting. C'est aussi une chaîne YouTube à plus de 425 000 abonnés à cette date en 2022. C'est un podcast souvent cité comme numéro 1 dans la catégorie entrepreneuriat. Et plus récemment, Stan a lancé un outil d'hébergement de formation en ligne avec un positionnement unique sur le marché qui s'est fait remarquer dès son lancement. Et Stan en est arrivé à créer tout ça car un jour, il s'est dit « Tiens, je vais m'intéresser à cette compétence qui s'appelle le copywriting ». Et dans cet épisode, on parle justement de comment Stan a pris et adapté les méthodes de copywriting qu'il connaissait via la vente de formation en ligne pour les adapter à un outil SaaS. Les outils SaaS, c'est le Software as a Service. Donc son outil SaaS, c'est Schoolmaker, qui sur le papier n'a rien à voir avec probablement du copywriting de formation en ligne, alors qu'en réalité, tout ce qu'il a appris en faisant du copywriting pour cet outil peut être appliqué à n'importe quel business pour décupler ses résultats. Et dans cet épisode, on va justement voir ensemble comment faire ça, notamment grâce à l'emailing et grâce à du copywriting visuel et non écrit. Car oui, le copywriting visuel et pas écrit, ça existe. Ensuite, Stan nous dévoile comment penser comme un véritable marketeur pro. C'est-à-dire qu'il nous présente son process pour générer de nouvelles idées marketing à appliquer dans son entreprise. Il nous montre aussi comment il s'y prend pour vraiment démarquer son copywriting de celui des autres acteurs du marché, avec notamment une technique de copywriting tellement efficace qu'elle a été interdite à plusieurs endroits du web. Et il nous partage également ses méthodes pour créer une garantie en béton armé. Et enfin, en dernière partie, Stan nous partagera comment sortir des simples techniques et de les réinventer pour passer de copywriter OK à véritable pro de la persuasion. D'ailleurs, à ce sujet, Stan te partage également les caractéristiques d'un bon copywriter, donc je t'invite vraiment à écouter ça jusqu'au bout. Je te laisse découvrir tout ça. Et petite info avant de commencer, sache qu'il y a une deuxième partie à cet épisode que tu peux écouter dans la foulée, puisqu'elle est déjà disponible, dans laquelle on entre vraiment dans les coulisses de Marketing Mania cette fois. C'est-à-dire que Stan nous explique comment il fait du copywriting en équipe, comment il collabore avec son copywriter, comment il l'a trouvé, ce qu'il attendait de lui, et à quoi ça ressemble de bosser dans un business comme Marketing Mania. Tout ça, c'est disponible dans la deuxième partie de mon échange avec Stan. En attendant, je te laisse écouter cette première partie et découvrir comment penser comme un véritable marketeur pro. Alors Stan, du coup déjà, merci beaucoup de venir sur le podcast Copywriting Rockstars. Avec plaisir. C'est un plaisir de te recevoir. Pour moi, je t'en ai parlé par message, où ça me paraissait logique que tu sois le tout premier invité du podcast après être passé chez toi, et pour ma part, et surtout parce que tu restes un peu le pimp du copywriting en France. Aujourd'hui, donc en parallèle de Marketing Mania, tu as Schoolmaker, et ça c'est important qu'on en parle parce que c'est quelque chose dont les freelances, en tout cas les freelance copywriters, sur lequel ils se penchent pas assez. C'est à la fois la copie de SaaS, donc de Software as a Service, et la copie qui suit la première vente en fait, puisque du coup Schoolmaker c'est quoi? Je te laisse présenter Schoolmaker, tiens. Ouais. Donc Schoolmaker, c'est une plateforme pour héberger tes formations en ligne. Donc on se concentre avant tout sur la partie des formations en ligne, donc le back-end, c'est-à-dire mettre ta formation. Et là où on se différencie, c'est qu'on appuie beaucoup plus sur des formations qui vont être des formations à haute valeur ajoutée. Donc pense des formations un peu plus chères. Ouais. Pas une formation à 50 €, mais plutôt une formation à 1 000 € et plus. Ça veut dire que Schoolmaker a la communauté qui est inclue à l'intérieur. Au lieu d'avoir ton groupe Facebook, ça fait un peu cheap pour une formation assez chère. Tu as directement tout dans Schoolmaker. Tu as un certain nombre d'étapes que les gens peuvent suivre et qui peuvent valider au fur et à mesure pour avoir un passage à l'action. Et de plus en plus, on va inclure des fonctionnalités de coaching qui permet aux gens de non seulement vendre une formation, mais aussi de vendre l'accompagnement, du coaching de groupe, du coaching individuel, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir la plateforme de formation pour les gens qui veulent faire des formations un peu plus premium, ce qu'on appellerait des formations hybrides, qui mélangent un peu de coaching, la communauté, et bien sûr la formation, les vidéos, etc. Ouais. Et là où je veux en venir avec Schoolmaker, du coup, c'est déjà sur la partie SaaS, puisqu'après on va parler de la partie formation, puisque sur la partie formation, il y a des enjeux de copywriting qui sont capitaux pour les personnes qui font de la formation. Mais là, pour les copywriters, si on regarde ce côté SaaS, c'est quoi pour toi les challenges en termes de copy que tu as pu avoir sur Schoolmaker que tu n'as pas forcément connu avec Marketing Mania? Ouais. Donc, venant de la formation,
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque type de produit va avoir des formats de copywriting qui vont être un peu différents. Donc, évidemment, une page de vente pour un produit e-commerce est différente d'une page de vente pour une formation, par exemple. Mhm. Et venant d'une page de vente pour une formation, tu veux vendre un produit SaaS, il y a beaucoup de similarités. Les similarités, c'est tu veux définir un problème avec le statu quo, tu veux comprendre ton avatar client et la vision qu'il a de la situation, et tu veux lui expliquer en quoi ta solution résout en fait ce problème clé que tu as identifié. Donc certains éléments, en termes de ce que j'appellerais moi dans mon jargon la recontextualisation, c'est-à-dire dire, OK, voilà dans votre vie, voilà le problème le plus important qu'il faut résoudre, et la mécanisation, voilà par quel mécanisme je vais résoudre votre problème. Ça, c'est assez similaire. Là où c'est différent, c'est que probablement une page de SaaS va être moins longue et va s'appuyer plus sur des visuels. Mhm. Donc là où il y a un enjeu intéressant en termes de vente sur du SaaS, c'est comment est-ce que tu peux, le plus rapidement possible et le plus visuellement possible, communiquer ta valeur ajoutée. Donc pour voir un exemple de ça, qui est un exemple extrêmement efficace, tu peux aller sur le site Riverside, riverside.fm, qui est un concurrent de Zencaster, l'outil qu'on utilise pour enregistrer ce podcast. Et ils ont sur leur site une espèce d'image, un espèce de GIF, en fait, qui est séparé en deux, avec sur la version, sur la partie gauche du GIF, la qualité zoom, et sur la version droite, la qualité Riverside. Et en gros, ils te disent, grâce à Riverside, au lieu d'enregistrer sur Zoom, qui compresse à donf ton fichier, on va enregistrer la vidéo en qualité native 1080p, sans la compresser, et donc du coup, tu auras une vidéo à la fin de bonne qualité. Et en un seul GIF, on peut te communiquer cette valeur ajoutée. Ouais. Et ça, tu vois, on peut dire, ok, c'est pas du copywriting, c'est pas de l'écriture. Pour moi, c'est la même skill que le copywriting. C'est juste qu'elle se manifeste de manière différente et c'est une manière d'appuyer ça. Donc, au lieu d'avoir un long paragraphe où tu n'as pas besoin d'écrire, vous n'en avez pas marre de votre qualité zoom qui est compressée à fond, avec nous, en fait, tu peux communiquer ça en fait en une phrase plus cette image. Mhm. Et évidemment, c'est supérieur. Mais c'est pas évident, si tu veux, de trouver l'image, de trouver la manière de condenser cette valeur ajoutée. Notamment quand tu es sur un produit comme SchoolMaker, où en fait, tu dois d'une part communiquer beaucoup de choses sur ce que la plateforme fait. Il y a beaucoup de fonctionnalités différentes, tu vois. Il y a une communauté, tu peux mettre des quiz, tu peux mettre des étapes sur tes formations, tu peux inclure des audios, des PDF, etc. Donc, comment est-ce qu'à la fois tu communiques sur toutes ces fonctionnalités que les gens ont besoin d'avoir dans leur plateforme de formation, tout en mettant avant tout l'accès sur ce qui aussi te différencie. Parce que si je te parle uniquement de ce qui me différencie, en fait, tu ne sais pas si dans les détails des fonctionnalités, je remplis nécessairement ton besoin. Si je parle uniquement des fonctionnalités de la manière dont je remplis ton besoin, eh ben, tu dis, oui, mais pourquoi je n'utiliserais pas telle ou telle plateforme, Podia, Teachable, etc., qui fait la même chose, tu vois. Donc, il y a un équilibre intéressant à trouver à ce niveau-là, qui, je trouve, est pas, le problème n'est pas le même sur une formation. Le problème sur une formation centrale, c'est tu peux me faire des promesses, mais pourquoi est-ce que je vais croire ta promesse? Pour moi, le problème central de la formation, c'est la crédibilité. Te convaincre que la promesse que j'avance, elle est réalisable dans ta vie, malgré tes contraintes et tes problèmes, etc. Dans du SaaS, c'est moins le problème. Je n'ai pas besoin sur ma page de vente de te convaincre que ma plateforme, elle va héberger tes formations. J'ai besoin de t'expliquer en quoi je suis différent et en quoi je suis meilleur. Et en quoi je suis tellement meilleur que tu vas devoir soit renoncer à utiliser un outil plus connu que moi, soit carrément migrer depuis un outil que tu utilises déjà chez moi et prendre potentiellement des heures à faire cette migration. Et donc, tu vois, la question, c'est vraiment de se dire, OK, quel est le point sur lequel je peux avoir un impact et me différencier? Quel est le point que je peux expliquer le plus rapidement possible, le plus visuellement possible à la personne pour lui dire, OK, voilà. Donc, potentiellement, tu vois, et sur SchoolMaker, ça, c'est pas des solutions qu'on a encore 100% élucidées. Et là, on est en train de retravailler d'ailleurs sur la copie de la page d'accueil qui a 1 an. Et on a fait de nouvelles versions, de nouvelles landing pages, des autres lancements, etc. Mais est-ce que je peux te dire, OK, je te montre l'espace de formation et je zoome sur la navigation en haut et il y a un petit onglet communauté et je clique sur l'onglet communauté et boum, la communauté s'ouvre. Ce serait une manière, en un GIF d'environ 5 secondes, de communiquer l'idée. Tu peux avoir tout en un endroit et avoir ta communauté ici. Et peut-être que je zoome et on a juste
formation, communauté, coaching. Et là, en fait, on a un GIF qui a zoomé sur la navigation. Je t'ai expliqué, OK, tu peux tout avoir en un endroit. Tu vois, et c'est des éléments comme ça où je me dis, le but n'est pas d'écrire nécessairement. Le but est de communiquer ma vision du problème et de la transporter dans ta tête. Donc parfois, écrire une page de vente et le faire en texte est la manière la plus efficace de transmettre cette idée. Et parfois, il y a une manière encore plus efficace qui est de mettre une image, qui est de mettre un petit GIF, etc. Et c'est là où ça, tu vois, c'est moins... si tu peux trouver ce genre d'éléments visuels sur une formation, ce serait aussi excellent. Mais tu l'as pas toujours. Ouais. Sur certaines formations, tu vois, je vais avoir des schémas, des machins, mais c'est pas exactement la même chose que de pouvoir communiquer la valeur du produit directement, comme on peut vous l'avoir sur Riverside. Tu vois, c'est beaucoup plus viscéral si tu peux le montrer de cette manière. Et c'est là, à mon avis, que se pose, pour une personne qui vient spécifiquement des pages de vente de formation, c'est là où se pose une courbe d'apprentissage. C'est tout d'un coup, j'ai un produit qui se prête plus à faire des screenshots, à faire des gifs, à faire des comparaisons, à faire des avant-après. Et comment est-ce que j'en tire le maximum d'avantages? Et comment est-ce que je remplace ce qui aurait été un argument qui me prendrait 3 paragraphes par une simple image, par exemple? C'est juste. Merci pour ce partage. Ouais, tu allais dire quelque chose. Non, pour te donner un autre exemple, tu vois, c'est ma fonction des consultations. Donc, comme toi, tu as été dans les formations Marketing Mania, tu connais mon système de consultation qui est essentiellement, tu es dans ma formation, tu me poses une question et une fois par semaine, je vais te répondre en vidéo. Ouais. Donc, je peux t'expliquer ça. Toi, tu es formateur, tu veux faire des consultations. Je t'explique maintenant comment ça fonctionne, etc. En fait, c'est une explication qui est assez compliquée pour vraiment t'expliquer la valeur du truc et pourquoi c'est cool, en fait. Automatiquement, je vais te mettre des timecodes dans tes vidéos pour que les gens puissent retrouver la question qu'ils ont posée et qu'ensuite ça soit archivé dans un truc. Mais en fait, assez rapidement, je suis dans une explication sur une bullet point, tu vois, une liste avec des bullet points avec 6 points différents. Tu vois. La question que je me pose, c'est est-ce que il n'y a pas une image, un screenshot, un avant-après, un petit GIF qui communique tout ça en 15 secondes, encore plus efficacement que ce que je t'avais expliqué en texte, parce que du coup, tu peux le voir se produire devant tes yeux. Est-ce que je pourrais screenshot tout le process de ton point de vue et simplement, tu vois, te l'expliquer. Et à mon avis, ça, c'est des éléments, tu vois, sur SchoolMaker particulièrement, où très, très honnêtement, moi, je ne considère pas qu'on est au top dessus, tu vois. Je considère que là-dessus, on pourrait améliorer. Il y a plein de points que je vois d'amélioration potentielle. Après, SchoolMaker, c'est un projet qui est... Je travaille pas dessus depuis aussi longtemps que Marketing Mania, donc je suis encore en phase d'apprentissage. Mais voilà, c'est des enjeux qui sont un peu différents, mais ça se repose exactement sur la même réflexion, en fait. C'est-à-dire, OK, tu veux communiquer les bénéfices de ton produit de la manière la plus concrète possible. Et si tu peux être encore plus concret avec une image, bah, c'est mieux que de faire du texte. Tu vois, il ne faut pas être marié au fait nécessairement que ça doit être du texte. C'est juste. Et ça me fait penser à un autre truc, une discussion que j'avais eue avec Marc, du coup, de ton équipe, où là, il y a des copywriters, ils vont peut-être tout de suite se dire, vas-y, c'est parti, je vais voir des SaaS et je vais refaire toute leur page avec plein de visuels. Et puis, c'est tout ce qui va se passer. Pourquoi pas, mais c'est pas forcément non plus le levier numéro 1. Ça se trouve, la page déjà qu'on convertit très bien. Une conversation donc que j'avais eue avec Marc, c'était que moi j'avais rejoint du coup SchoolMaker pour le tester pour les formations Copy Rockstars, et quelque chose qui m'avait surpris et qui maintenant du coup est réglé, c'est que quand on arrivait donc c'était la version test, la conversion que vous vouliez à la base, c'était fait l'essai, et ensuite on faisait l'essai et tout se passait bien, c'était cool, mais on recevait pas encore à l'époque de séquence email de dire ok, voilà le produit, à quel point il va changer ta vie. Et d'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse sur le fait que tu as fait aussi là une formation gratuite qui est disponible sur comment faire du coup une formation où les gens vont aller au bout pour avoir plus de ventes grâce à SchoolMaker. Et j'invite les gens qui nous écoutent à aller checker cette formation gratuite parce que moi je l'ai lu de A à Z et c'est une masterclass en termes de copie. Et je ferme la parenthèse. Donc c'est schoolmaker.com/hybride. Le lien. Parfait. Direct. Je le mettrai en description de la vidéo et du podcast. Et du coup, il n'y avait pas cette fameuse séquence email à l'époque. C'est un truc sur lequel vous avez travaillé. Est-ce que tu as des choses à me partager un petit peu par rapport à ça? Le côté... Ouais. Voilà, je t'écoute. Donc le fait que ça n'ait pas existé au moment où toi tu t'es inscrit, c'était encore une fois une lacune de notre part. Moi, j'ai aucun problème à te dire que parfois
on a des éléments où on aurait dû y penser. C'est des erreurs simples qu'on a fait. Donc, on a pris un peu de temps à mettre en place cette séquence email. Donc, le jargon, ce serait des emails de life cycle. Et les emails de life cycle sont tout ce qui vont accompagner le cycle de vie de ton client, c'est-à-dire il s'inscrit à l'essai gratuit, tu lui envoies des emails, tiens, vous êtes à l'essai gratuit, voilà pourquoi le produit est bien et comment l'utiliser. Il commence à payer, bienvenue dans l'équipe, vous avez pris un compte payant, c'est super. Il annule, vous avez annulé, pourquoi vous avez annulé, tu vois. Donc toute cette copie-là est important. Donc, un des défis, encore une fois, sur du SaaS là-dessus, c'est qu'en fait, tout ça, ça doit être câblé avec l'application. C'est-à-dire qu'il faut que je comprenne dans l'application quelles actions tu fais et en fonction des actions que tu fais, pouvoir t'envoyer les bons emails. Donc, c'est un avantage puisque je peux réagir à ce que tu fais. Donc, par exemple, quand tu t'inscris à Schoolmaker, je me dis, OK, il faut que PB commence par mettre en ligne sa première leçon. Une fois qu'il aura compris comment ça fonctionne, il aura compris. Donc, je vais me focaliser sur voilà comment mettre en ligne. Je vais commencer par te dire comment faire, t'envoyer des tutoriels, t'expliquer un peu la vision de Schoolmaker, etc. Une fois que tu as mis en ligne ta première leçon, je vais t'envoyer des emails sur comment mettre en ligne le reste de ton programme, comment apporter tes membres. Je vais essayer de t'accompagner, grosso modo, dans le cycle d'adoption sur le produit. Donc, c'est un mix de te rappeler systématiquement la valeur que j'apporte, où je pars du principe que tu t'es inscrit à la séquence email un soir ivre mort en rentrant chez toi, et qu'à chaque fois que je t'envoie un email, il faut que je te rappelle pourquoi est-ce que je suis génial. Je vais pas me dire ok, le mec il se souvient de ce qu'il a vu sur la page de vente il y a une semaine, tu vois, ça serait beaucoup demandé. Donc à chaque fois je vais te répéter cette valeur. Donc moi je vais avoir une phrase voilà, que je te répète. Schoolmaker vous aide aide vos clients à tirer le maximum de vos formations en ligne pour que vous puissiez faire plus de ventes, par exemple. Que je vais répéter à chaque fois, donc pour te rappeler pourquoi tu l'as et pourquoi tu as décidé de t'inscrire chez moi. Et ensuite, je vais essayer d'identifier à ce point précis quel est ton blocage. Donc, si j'ai identifié que si tu as commencé et tu n'as rien mis en ligne, ce que je veux faire, c'est que tu mettes au moins une leçon en ligne. En gros, que tu aies testé l'outil et que tu vois un peu comment ça se passe, que tu aies compris à quoi ça ressemble, pour ensuite pouvoir être capable de mettre le reste de la formation. Et une fois que tu as mis quelques leçons en ligne, je me dis, tiens, PB, il a commencé, mais il n'a pas fini. Donc, je vais le pousser à terminer son truc en lui disant attention, ton essai gratuit, tu n'as plus qu'une semaine. Et si tu as besoin d'aide, contacte le support. Et voilà des tutoriels sur comment faire telle et telle chose, etc. Pour te pousser à faire l'étape suivante, qui est de mettre ta formation en ligne. Et une fois que tu as mis ta formation en ligne, je vais me dire tiens, il a mis sa formation en ligne, mais il n'a pas importé ses membres. Donc maintenant, je vais dire tiens, voilà comment importer tes membres, voilà comment intégrer Stripe pour prendre directement des paiements, etc. Tu vois. Donc en gros, j'essaye de réfléchir à ta situation et au blocage que tu peux avoir et t'envoyer des emails qui correspondent à ça. Et donc après, c'est simplement des emails de copywriting habituels, mais qui sont segmentés selon ça. Donc c'est une question de faire en amont la réflexion de tous les blocages que les gens peuvent avoir, de comment est-ce qu'on les détecte dans l'application, ce qui n'est pas trivial en fait, parce que demande-toi comment est-ce que je sais que tu as fini ou non de mettre en ligne ta formation. En fait, je ne peux pas savoir parce que je ne sais pas exactement combien de modules tu as dans ta formation. Tu vois. Donc, je dois plus ou moins deviner que si tu as mis en ligne X leçons, probablement, ça veut dire que tu as peut-être fini de mettre en ligne ton programme. Mais tu vois, il y a des approximations. Tu vois. Mais ce n'est pas grave parce que si tu as mis en ligne 10 leçons, je sais que tu n'es plus bloqué par le fait de mettre en ligne des leçons. Ok, je peux passer à la suite et t'expliquer comment faire la suite. Voilà. Et donc après, ces emails-là, il faut que l'idéal, par exemple, ce serait que toutes les semaines, je t'envoie un email ou X temps. Je t'envoie un email pour te rappeler la valeur que j'apporte, par exemple. Donc, si chaque semaine, je te disais, tiens, PB, cette semaine, dans ton école, tu as eu 30 nouveaux membres. Tes membres, collectivement, ont regardé 40 heures de vidéos. Ils ont posté 250 messages sur le forum avec 1200 réactions et likes, etc. Et tu as gagné X euros sur ton école, tu vois. Je te fais un email comme ça, et systématiquement pour te rappeler en fait ma valeur. Et ça, il y a pas mal d'outils qui font ça assez bien, où ils te font un petit récap en fait chaque semaine, qui est valorisant puisque ça parle de toi et les gens adorent qu'on leur parle d'eux, mais en plus qui rappelle la valeur de l'outil. Ouais. Et dans mon cas, c'est ce que je veux mettre en avant, c'est la communauté par exemple. Je mets en avant le nombre de messages dans la communauté, le nombre d'actions qui ont été faites, le nombre de réussites qui ont été accomplies, le nombre de témoignages qui ont été laissés, tu vois, tout un tas de fonctionnalités que j'ai.
Et ça, c'est un email qu'on n'a pas encore mis en place parce que c'est pareil, il faudrait vraiment, enfin, c'est juste un développement à faire, tu vois, c'est juste une question de priorisation. Mais c'est là où tu peux, sur du SaaS, faire des éléments intéressants, de réfléchir à comment est-ce que, à chaque jonction, tu adaptes ton message par rapport à la personne. Et si c'est une personne qui est déjà en train d'utiliser ton produit, c'est pas dire que tu l'oublies. Tu continues à lui envoyer des messages. Et en gros, moi, ces personnages, je continue à leur envoyer des messages sur les nouvelles fonctionnalités à venir, ce qui vient de sortir, etc. Mais aussi, je voudrais avoir des trucs personnalisés sur leur école qui te parlent de la valeur que tu en as tirée. Ouais, et là, il y a 3 trucs que je me suis noté, puisque j'ai une petite feuille en même temps, je prends des petites notes sur les trucs sur lesquels je veux rebondir. Et il y a 3 choses que je me suis noté pour les copywriters qui nous écoutent. La première, c'est que tu as dit tout à l'heure, c'est une lacune que vous aviez. Et tant mieux, en fait. Tant mieux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est normal en même temps. D'un autre côté, vous avez énormément de taf, vous avez un outil à construire, vous êtes une équipe qui n'est pas forcément une équipe de 100 000 personnes et qui lève 5 millions comme une licorne. Je sais même pas si c'est 5 millions de licornes, bref, on s'en fout. Mais tout ça pour dire que c'est pas un cas isolé et que si demain il y a des copywriters qui veulent se lancer sur les SaaS, il y a des trous comme ça à remplir carrément. parce que les gens ne peuvent pas les remplir. Et la deuxième chose, c'est que du coup, tu as dit aussi, tu vas mettre un petit peu du copywriting dans ces emails. Est-ce que toi là, tout ce que tu viens de nous décrire, c'est effectivement quelque chose. Alors, on entre peut-être aussi sur de la stratégie marketing, mais est-ce que pour toi, c'est un truc qu'un copywriter pourrait se dire, OK, moi, je me concentre là-dessus et je fais ça pour des entrepreneurs? Carrément, parce que d'une part, sur ScoopMaker, il y a des trucs qui nous ont pris longtemps à vraiment mettre en place. Et pourtant, moi, je suis spécialisé là-dedans. La plupart des SaaS n'ont pas un cofondateur qui a un background copywriting. Ouais. La plupart des SaaS sont fondés par un ou plusieurs développeurs. Et parfois, s'ils ont un marketeur, c'est pas forcément un mec qui fait du copywriter, c'est plus, tu vois, un gros marketeur, un gars qui fait des ads, etc. Tu vois. Mais pourtant, beaucoup de ces éléments, en fait, c'est un playbook que tu peux apprendre, en fait. C'est, OK, il te faut une séquence d'onboarding, il te faut une séquence d'essai gratuit, il te faut une séquence d'annulation, il te faut une séquence d'upgrade pour les gens, pour les upsell sur quelque chose d'autre. Il te faut un email pour démontrer ta valeur. Tu vois, il y a un certain nombre d'éléments. De la même manière, imaginons que tu mettes en place une séquence pour un webinaire. Il y a aussi des emails qui sont un peu obligatoires. Tu vois. La page de capture, l'email de confirmation, l'email de rappel de telle date, l'email de rediffusion, etc. Tu vois, c'est un petit peu la même idée. Et ici, c'est la même idée dans la mesure où, en fait, ces emails dont je te parle, il y a une réflexion à avoir sur, par rapport aux produits que tu as, quels sont les points d'accroche. Donc, par exemple, quel est le parcours sur l'onboarding que la personne doit suivre. Pour moi, il doit mettre en place sa formation, il doit importer ses membres, il doit configurer son forum, blablabla. Tu vois. Je peux définir ça. Sur les produits, ce serait différent. Dans d'autres produits, c'est genre invite tes collègues, crée ton premier document, partage, blabla. Ça pourrait être différentes choses. Mais ça reste qu'il y a des étapes que tu peux établir. Mais en dehors de ça, combien d'entreprises n'ont pas mis en place une séquence d'onboarding? Combien d'entreprises n'ont pas une séquence d'upsell particulière à ce niveau-là? Combien envoient cet email de relance régulièrement? Donc, les meilleurs le font, hein, et tout ce playbook, il est trouvable et il est communiqué et tu peux te former dessus et tu peux l'apprendre. Mais est-ce que l'entreprise SaaS moyenne qui est en dessous d'une certaine équipe a pris le temps de trouver toutes ces infos? Probablement pas. A pris le temps de le faire? Encore moins. Et voilà. Donc l'enjeu maintenant, c'est de leur communiquer pourquoi c'est important. Faut qu'eux, il faut qu'ils ne l'aient pas fait parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce qu'ils n'ont pas les compétences, etc., de le faire, pas parce qu'ils pensent que ça sert à rien. Mais à mon avis, il y a peu de personnes qui ont monté des SaaS et qui se disent ça sert à rien d'envoyer des emails à des personnes pour mon onboarding, parce que il le voit que son onboarding, en fait, il pourrait faire mieux, parce que si la personne a un minimum c'est un minimum ce qu'il fait, il suit son taux de conversion sur le trial, etc. Des éléments que moi je suis, et je me dis ok, mon taux de conversion sur le trial, il est à 33% et devrait être à 50%, quoi, grosso modo. Et donc, je vois qu'il y a un problème, il y a une friction qui est là et qui est pas la bonne. Donc, ensuite, tu es là et toi, tu apportes, ok, voilà, en gros, j'ai un package de tous les emails que vous devez avoir et je fais un audit. Est-ce que tu as un email ici? Moi, à un moment donné,
ça n'a pas concerné beaucoup de monde parce qu'on ne le mettait pas en avant. Mais à un moment donné, sur ScoreMaker, tu pouvais t'inscrire à un essai gratuit et en fait, on t'envoyait pas d'email du tout, ce qui veut dire que tu savais même pas quand ton essai gratuit il allait se terminer. Enfin, tu vois, un truc absurde. Il faut que je te dise, évidemment, ok, il vous reste 7 jours, attention, dépêchez-vous. Ok, il vous reste 3 jours, attention, vous allez être facturé, etc. Bah, il peut facilement y avoir des oublis et je pense qu'une personne qui n'a pas ce background-là aura des oublis en termes de son parcours. Ouais. Et maintenant, tu peux faire ça. Tu peux augmenter de 5% le taux de conversion sur du free-to-paid sur une valeur par client de 1000 euros, et bien tout d'un coup, tu as généré des milliers d'euros de valeur pour l'entreprise, tu vois, ou en tout cas des centaines d'euros par mois de valeur en plus sur un email. Tu as un email qui va permettre d'upgrader les gens du plan de base au plan Premium++. Tu as potentiellement en un email augmenté le revenu récurrent mensuel de 15%. Tu vois. Ce pas des éléments qui sont absurdes parce que parfois, en fait, il suffit juste de dire voilà, vous pouvez faire ça et ça sera mieux pour vous. Et même sans faire du copywriting incroyable, il y a une partie des gens qui vont dire ah oui, bah moi j'ai envie d'avoir ce truc en plus. Ouais. De la même manière où si tu ajoutes sur une page de vente de formation un upsell, il y a une partie de gens qui vont le prendre et tu vas augmenter magiquement de 15%, tu vois. Mais il faut juste le savoir, le mettre en place, etc. Et je pense qu'il y a un moyen de faire un espèce de playbook, un espèce de service productisé où tu arrives et tu mets en place tous les emails et tu dis voilà, moi j'ai étudié toutes les meilleures entreprises de la Silicon Valley. J'ai étudié Notion, enfin pas Evernote, parce que Evernote c'est nul maintenant, mais j'ai étudié Notion, j'ai étudié des Français comme Lemlist, j'ai étudié tous les meilleurs SaaS, ClickFunnels, etc. et comment est-ce que leur truc fonctionne. Et je vous explique tous les emails que vous devez avoir et les 5 séquences emails que vous devez avoir. Et vous m'engagez, dans 3 semaines, vous avez tout en place et vous êtes content. Tu vois. Ouais. Et ça, évidemment, enfin, tu vois, ça c'est un service extrêmement attractif. Parce que j'ai pas besoin de te dire quoi faire. Tu vois. Si tu viens et tu dis ok, moi je suis copywriter, dites-moi quoi écrire et je vais écrire. Et ben moi je sais pas. Tu vois, tu me demandes de prendre une décision assez complexe. Tu dis moi je sais déjà ce que vous devez avoir et que vous n'avez pas en place. Et voilà pourquoi vous devez l'avoir parce que toutes les grandes entreprises que vous admirez l'ont en place. Là du coup c'est beaucoup plus facile de juste cliquer sur ce bouton et de dire ok moi je veux, tu vois, je veux prendre ça. Clairement, et même au-delà de ça, ce que tu viens de dire, c'est vraiment applicable à la quasi-totalité des marchés. En fait, là, en ce moment, je m'intéresse beaucoup au e-commerce. Ouais. Il suffit de penser un petit peu la chose, mais tu peux adapter la même chose au e-commerce, tu peux adapter la même chose aux vendeurs de formation en ligne, puisque moi, je prends un exemple. Aujourd'hui, je vends une formation et un abonnement. Un abonnement, ça fonctionne sur les mêmes mécaniques qu'un SaaS, par exemple. Donc, tu peux aller t'inspirer. Et un truc que les copywriters peuvent faire aujourd'hui, c'est « Ok, je vais prendre ce qui se passe dans tel marché. » C'est ce que j'ai fait à l'époque où je me suis lancé. J'ai appris le copywriting pour startup et je l'ai appliqué aux infopreneurs. Et ça a cartonné, en fait. Et on prend un truc dans un autre marché, on voit comment l'appliquer chez nous et augmenter les conversions, faire plus de ventes. Et puis, c'est parti, quoi. Ouais. Donc ouais, demande-toi, en gros, si tu veux, les gens pensent que le copywriting, t'achètes une compétence, tu veux le meilleur copywriter possible. Pas forcément en fait. Tu peux juste sous-traiter, donc avoir une personne qui va pouvoir faire le truc là où t'as pas le temps de le faire, donc acheter le fait que le projet soit fait et pas sur une to-do list depuis X temps. Ça c'est un élément important. Et tu peux aussi acheter les meilleures pratiques en fait. Et donc c'est un petit peu comme si tu achetais une formation, mais en mieux, parce que quand tu achètes une formation, il faut encore que tu fasses le travail. Donc ça ajoute une friction. Il y a un risque. Le risque numéro 1 sur une formation, c'est le risque d'exécution de toi une fois que tu l'as acheté. Si tu recrutes quelqu'un pour faire un service et que la personne est suffisamment structurée dans son service, le projet est structuré pour toi en fait, où tu sais pas exactement. Donc mettons, si moi demain je voulais faire je me dis que c'est important pour moi tu vas avoir une stratégie de référencement organique. Je veux faire du SEO. C'est pas ma spécialité, etc. Donc maintenant, il faut que je fasse quoi? Il faut que je me forme sur le SEO, que je comprenne les tenants, les aboutissants, etc. Et après, que je mette en place une équipe pour le faire. Je pourrais le faire, mais c'est un projet qui me prendrait 3 à 6 mois juste pour m'orienter et savoir grosso modo ce qu'il faut faire, quoi. Si demain, je trouve un prestataire qui me dit, voilà, moi, je travaille avec des SaaS et je fais du SEO, et voilà les 5 étapes à suivre par rapport à ta situation. Tu me payes X euros par mois et je te déroule le process. Tu vois ce que je veux dire? J'achète pas seulement la compétence de SEO, j'achète aussi le process et le playbook qui se trouve derrière et qui finalement a tout autant de valeur pour moi parce que
ça me permet de ne pas avoir à l'apprendre moi-même, en fait, et à comprendre exactement ce qui se passe, puisqu'on me déroule quelque chose. Mais ça suppose très probablement que tu sois spécialisé sur une verticale. Parce que si tu es une agence SEO qui fait absolument tout pour n'importe qui, tu peux pas copier-coller chez moi un process de SaaS. Ouais. Alors que si tu me dis, OK, moi je travaille avec 10 SaaS différents et voilà comment ils font, ils ont un blog, ils font tel keyword, ils ont telle stratégie de conversion derrière, je peux me dire, OK, c'est quelque chose qui est tellement similaire à ce que je fais que c'est probablement effectivement directement importable, quoi. C'est juste, ouais. Et ça me fait du coup une parfaite transition sur la formation quelque part au copywriting, puisque là on a des copywriters qui se lancent vis-à-vis de tout ce dont on a discuté, puisque là tu peux te dire un peu waouh, c'est je vais jamais y arriver en fait à apprendre tout ça, c'est la merde. C'est quoi selon toi la meilleure façon de se former rapidement au copywriting? Euh, c'est utile de faire une formation pour te structurer. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'idées. Et le problème numéro un que je vois chez les gens qui essaient d'apprendre le copywriting, que ce soit pour devenir freelance ou pour apprendre par eux-mêmes, c'est que c'est assez facile d'apprendre beaucoup de techniques et de te retrouver avec un sac de techniques et de pas vraiment savoir comment transformer ces techniques en fait en un résultat final. Ouais. Donc je pense que c'est utile de comprendre une méthodologie, de comprendre comment est-ce que je pars d'un point A qui est voici un produit et pour arriver à un point B qui est voilà la page de vente qui correspond à ce produit et de pouvoir dérouler ces étapes. Je pense que c'est quand même utile. Après, l'autre point, c'est qu'une fois que tu as en fait ce sac, cette méthodologie et ce sac d'outils, et moi je le vois j'appelle ça, tu vois, des pièces de Lego, quoi. Une fois que tu as des pièces de Lego, tu peux construire ton truc et tu comprends comment les pièces rentrent et tu es capable de construire ta maison grâce à tes pièces de Lego. Après, ce que tu fais, c'est que tu vas dans le monde, tu observes des pages et tu dis, OK, là, ils ont utilisé quelle pièce de Lego? Et donc, tu vois plus une page de vente ou une vidéo. Tu vois, ah tiens, là, ils ont utilisé un témoignage client pour faire l'accroche, c'est intéressant. Ici, ils ont utilisé une mécanisation en, en se basant sur tel élément. Ici, ils ont utilisé une citation de Warren Buffett pour faire un appel à l'autorité, parce qu'ils savaient que sinon, ce point-là, il allait être un peu plus questionnable. Ici, ils ont répondu à cette objection de cette manière dans le titre. Donc, ça doit être une objection principale, versus cette objection-là, ils l'ont mis à la fin dans la FAQ. Donc, ça doit être une objection plus annexe. Voilà comment ils accrochent l'attention, voilà comment ils utilisent le storytelling, voilà comment ils font l'open loop. Et tout d'un coup, une fois que tu as un certain nombre de modèles mentaux, de techniques que tu as apprises et que tu as commencé à maîtriser, tu les découvres dans plein d'endroits différents. Et ça te permet de comprendre comment ces techniques s'appliquent. Parce qu'en fait, un des autres problèmes que je vois sur les gens qui font des formations de copywriting de basse qualité, c'est qu'en fait, on leur donne essentiellement un texte à trous. On leur dit, voilà la page, comment elle est, et tu remplaces. Donc là, j'avais marqué comment perdre du poids en 30 jours sans effort. Et toi, tu vas écrire comment gagner de l'argent en 30 jours sans effort ou comment élever ton enfant en 30 jours sans... Tu vois, et en fait, tu remplis les trous sans comprendre vraiment le pourquoi qui se trouve derrière. En réalité, tu as un certain nombre de techniques de copywriting, mais ces techniques vont pouvoir trouver une expression très différente selon les situations. Donc, par exemple, une technique qu'on pourrait appeler la visualisation. Donc, la visualisation, c'est que tu dois donner à ton client une image mentale du résultat. Donc, par exemple, si je te vends une formation sur comment gagner de l'argent sur Internet, je vais te faire visualiser, ok mec, imagine, t'es à la plage sous les cocotiers à boire un mojito et tu travailles sur ton PC et t'as le vent dans les cheveux et c'est le 12 février et tous tes potes sont en train de se cailler en France, etc. Bon, c'est cliché, mais ça te montre l'idée que si je veux te vendre, tu vas gagner de l'argent sur Internet, il faut que je te fasse visualiser un peu le lifestyle, il faut que je te fasse visualiser le mec sur son hamac sur la plage, quoi. Encore une fois, c'est cliché, mais évidemment, tu pourrais le faire de manière plus subtile, mais ça te montre l'idée. Maintenant, cette idée de comment est-ce que je te fais visualiser le résultat, elle est très différente si on parle d'une application pour faire du sport. Où là, ce serait le fameux avant-après. Avant-après, tu vois le corps de la personne qui s'est transformée. Je t'ai fait visualiser le résultat. Mais c'est la même technique fondamentale. C'est la même chose que si je te montre, pour revenir à l'exemple dont on a parlé tout à l'heure, un SaaS avec un GIF
qui te montre le produit. C'est bien de te faire visualiser le truc, tu vois. Et donc, du coup, si tu as appris la visualisation et si tu penses que la visualisation, c'est forcément faire ce que les gens font parfois, c'est une espèce de liste à puces. Avez-vous envie de gagner de l'argent depuis n'importe où, sans patron, etc. Tu vois, si tu penses que c'est juste une liste à puces avec les différentes promesses, ça peut être ça, mais il y a différentes manières d'exprimer cette technique. Et donc, si tu veux être un copywriter qui comprend fondamentalement comment vendre quelque chose et pas juste comment recopier, grosso modo, enfin une structure, tu vois. Ouais. Il faut que tu comprennes ce qu'il y a derrière. Et une fois que tu as compris ce qu'il y a derrière et en fait quel rôle la visualisation joue, le rôle que la visualisation joue, c'est pouvoir faire ressentir aujourd'hui au client l'émotion qu'il va ressentir après avoir utilisé ton produit. Parce que sinon, tu es sur ma page de vente et je te demande de subir une douleur immédiate, dépenser de l'argent, faire un effort pour utiliser mon produit. Qu'est-ce que tu as en échange? En échange, tu vas ressentir l'émotion du succès. Mais l'émotion du succès, ce sera que quand tu auras utilisé le produit et que tu auras réussi. Donc potentiellement, c'est dans des jours, c'est dans des semaines, c'est dans des années. Et donc, je dois te faire visualiser aujourd'hui et le succès de manière à ce que tu ressentes aujourd'hui l'émotion et que cette émotion soit le driver de passer à l'action. Et c'est ça fondamentalement à quoi sert cette technique. Donc maintenant, selon les cas, je vais pouvoir l'exprimer de manière différente. Et si tu apprends en regardant différentes pages de vente et en regardant un produit e-commerce, par exemple, la visualisation, c'est souvent une image. Si tu as un produit e-commerce qui est, tu vois, je sais pas, un gadget pour repasser plus facilement tes habits, et ben tu veux voir le gadget en action. Tu vois, le fameux, l'effet, comment on appelle ça, l'effet shopping, télé-shopping, tu vois. Ouais. Le truc, voilà, le couteau, et tac, 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 tu découpes, tu vois. C'est ça la visualisation, c'est le couteau et il découpe super bien les radis ou un truc pour peler ta patate en un clic, tac, tu vois, tu veux le visualiser. Donc maintenant, cet effet téléachat, comment est-ce que tu l'exprimes dans un SaaS? Comment tu l'exprimes dans un coaching? Comment est-ce que tu l'exprimes dans une vidéo? Comment est-ce que tu l'exprimes dans un webinaire, dans une page, dans un tweet? Une fois que tu as compris le concept, tu comprends comment il s'exprime. Tu vois. Et donc, là, pour résumer, la manière dont moi je vois les choses, c'est numéro 1, te former pour comprendre les concepts, la structure, le process de travail, notamment le process invisible de préparation d'avatar client, etc. Parce que si tu vois que le résultat final, tu te dis, OK, comment ils s'en sont arrivés là? Et ensuite, aller consommer beaucoup d'exemples et les consommer de manière critique en disant, OK, pourquoi ça marche? Quelle technique est-ce que je reconnais ici? Et quelle variante de technique que j'ai déjà étudiée, je reconnais? Et comment est-ce que ces techniques-là, je pourrais l'utiliser dans mon cas? Donc, par exemple, si tu étudies une page de vente de sport, tu vas avoir beaucoup de trucs, c'est des avant-après. Et l'avant-après, c'est une méthode tellement efficace en marketing que c'est quasiment interdit. C'est-à-dire que tu peux pas sur Facebook aujourd'hui mettre un avant-après de sport, un mec avec des abdos. Avant, il avait un ventre et maintenant, il a des abdos. En fait, sur Facebook, c'est interdit. En fait, il y a plein d'endroits où c'est interdit de faire ça parce que c'est tellement efficace. Mais maintenant, c'est pas interdit de faire ça dans le domaine du SaaS ou dans le domaine de la vente de formation ou dans le domaine de quoi? Comment est-ce que je prends une personne et que je fais le contraste maximum entre aujourd'hui, il est comme ça et après, il est comme ça? Et comment est-ce que je crée ce contraste en juxtaposant les deux? Donc, ça implique l'autre truc intéressant de l'avant-après, c'est qu'en fait, on te montre l'avant-après, mais on coupe tout ce qui est au milieu. On coupe tout l'effort, toute la partie dure. C'est juste, voilà. Mais comment est-ce que ce principe-là, il s'applique dans différents domaines? Est-ce que si je veux faire un service de relooking, tu vois, c'est évident. Tu peux faire un avant-après, ça fonctionne très bien. Si tu fais un truc de chirurgie esthétique, si tu es dentiste, tu vois, c'est aussi des trucs qui sont beaucoup vus. Pareil, je vois des trucs comme ça aussi, tu sais, pour faire repousser les cheveux avant, après, etc. Ouais. Mais encore une fois, tu peux t'éloigner encore plus de ça et te dire, pour du SaaS, qu'est-ce que j'ai? Donc, par exemple, sur du SaaS, parfois, tu vas avoir une page où tu as avant, tu as un groupe Facebook, tu as ta formation, tu as ton système d'emailing, tu as Zoom, et tes clients, ils sont là, et puis là, tu as un spreadsheet pour suivre le truc, etc. Et maintenant, avec Schoolmaker, tout est en un endroit, par exemple. Et tu as la sérénité, etc. Ça, c'est une technique souvent utilisée en SaaS, de montrer le contraste entre ta situation actuelle et les outils qui sont dispersés, etc., et la situation. Ou par exemple, on en a reparlé tout à l'heure, mais le fameux Riverside avec avant-après, la qualité Zoom pourrie, le 1080p. Tu vois, et ça, c'est toutes des nuances que je présente sur en fait la même idée. Et après, dans ta situation, c'est pas de se dire, OK, comment est-ce que je fais une visualisation en mettant une petite liste de bullet points? C'est plus, comment est-ce que je montre
le résultat final à mon client et quelle est la manière la plus efficace dans ma situation de le faire. Et ça, il y a peut-être 50 techniques différentes que tu peux apprendre qui auront toutes ce même niveau de nuance. Mais une fois que tu as cette machine à outils, tu peux arriver sur un client et tu dis, OK, là, il me faut une visualisation, il me faut une preuve sociale, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ça. Et tout d'un coup, tu dis par rapport à ce client, par rapport à son produit, par rapport à ce qui est disponible en termes d'asset marketing, qu'est-ce que je peux lui donner qui répond à ça. C'est ça, en fait, la compétence du copywriter. En fait, c'est pas juste d'être super fort à l'écriture et d'avoir plein de vocabulaire et plein de mots cool, tu vois. C'est plus d'avoir ce modèle mental de comment est-ce que je déroule un argumentaire de vente et ensuite d'avoir emmagasiné beaucoup d'exemples et d'idées de manière d'appliquer ces techniques de manière à ce que dans n'importe quelle situation, ou en tout cas n'importe quelle situation dans ton domaine de spécialisation, tu vois. Par moi, si tu me demandes de faire du copywriting pour de l'e-commerce, je saurais le faire dans l'absolu, mais je ne serai pas le meilleur parce que c'est pas là où j'ai emmagasiné le plus d'exemples et de notions et tu vois et potentiellement j'ai pas tous les raccourcis et pas toutes les références parce que je me suis plus spécialisé sur de la formation. Mais en revanche sur la formation, si tu me demandes ok quelle est la meilleure manière de faire visualiser mon résultat, là j'aurai beaucoup plus de modèles mentaux. Et pour un copywriter qui commence à se spécialiser, c'est aussi là-dessus que tu peux vraiment avoir un arsenal de choses et dire voilà, et littéralement beaucoup de copywriters ont le swipe file où tu prends des screenshots de différentes pages de vente, soit des pages de vente entières, soit des idées particulières. Parfois, tu vois, par exemple, une manière intéressante de présenter la garantie. Parce que la garantie, le problème de la garantie, c'est qu'on fait tous une garantie en mode je te rembourse pendant 30 jours, par exemple. Ce qui en fait une promesse super forte. Il y a peu de produits que tu peux utiliser. Tu peux pas aller chez H&M, acheter un t-shirt, le porter pendant 30 jours et à la fin dire en fait non, je veux plus mon t-shirt. Ouais. Tu vois, il y a peu de produits finalement que tu peux utiliser pendant 30 jours et après les rendre. Mais comme sur les formations, tout le monde a cette promesse, au final, les gens sont désensibilisés et le voient comme étant un truc, voilà, ils le voient même plus. Donc, si tu as une manière originale de présenter la formation, le remboursement, la garantie, tu choques les gens à sortir de leur aveuglement et à se dire ah ouais quand même c'est un truc ouf. Donc imaginons, je te donne un exemple un peu marrant, tu vois. Si tu dis ok PB je vais te vendre une formation et tu vas voir ça va changer ta vie. Si ça ne change pas ta vie, je vais personnellement me déplacer chez toi et personnellement te rendre ton chèque en te faisant en m'inclinant devant toi et je ferai une photo pour dire voilà j'ai rendu l'argent à PB parce que j'ai échoué, tu vois. Si je te disais ça, tu dis ah ouais ok, le mec il est sérieux, tu vois. Et si c'est pas ça, et si je te dis personnellement, je vais t'écrire un chèque et je vais mettre une carte postale de Chiang Mai que je vais t'écrire personnellement et que je vais te signer en disant désolé PB, j'ai pas pu changer ta vie, je te rends ton argent et je te l'envoie par la poste. Et dans ma page de vente, j'ai une petite image de la carte postale que je vais t'envoyer avec le truc. Tout d'un coup, tu vois, ça te dit ah ouais ok, et vraiment il me rembourse, c'est quand même assez fou qu'il fasse cette démarche là, tu vois. Si je te dis ok. Si ça ne marche pas pour toi, je te rembourse et en plus, je te paye 100 € de bonus pour te remercier d'avoir pris le risque pour compenser le temps perdu, par exemple. Tu vois, c'est des éléments où tu te dis, OK, j'ai une garantie et la technique sur la garantie, c'est de la rendre un peu choquante, tu vois, un peu absurde, un peu too much. Genre, les mecs, ils ont tellement confiance qu'ils font cette garantie dingo, tu vois. Un peu comme, tu vois, les matelas où ils te disent, OK, le matelas, vous pouvez le tester pendant 100 jours. Et à la fin, si ça vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer. En sachant que ça leur coûte une fortune d'expédier le matelas chez toi et une fortune de le récupérer derrière. Enfin, et en plus, tu peux dormir dessus pendant 100 jours. Et après, je sais même pas s'ils peuvent le réutiliser, tu vois. Et il y a des entreprises qui font ça. Et donc, du coup, tu vois ça, tu te dis, OK, voilà, ils ont vraiment. Donc, la question, c'est comment est-ce que tu peux ajouter ce petit truc, what the fuck, sur la garantie, tu vois. C'est un autre truc. Et là, du coup, tu commences à collectionner des idées. J'ai les matelas, j'ai le truc, j'ai le gars qui va te rembourser en personne, j'ai le gars qui va te donner de l'argent en plus, j'ai le gars qui va te faire une vidéo personnellement pour s'excuser du truc, j'ai le gars qui, si tu n'as pas les résultats que tu veux, il t'offre en fait des coachings. Et il t'offre des coachings jusqu'à ce que tu aies le résultat. Et si vraiment au bout de 3 coachings, tu n'as toujours pas le résultat, et ben là, tu es remboursé, tu vois. Et il y a plein d'idées comme ça que tu pourrais avoir et tu pourrais collectionner des idées. Tu pourrais dire, tiens, dans mon cas, qu'est-ce qui peut être pertinent pour rendre cette garantie encore plus choquante, encore plus marquante, encore plus mémorable dans l'idée que sinon les gens l'oublient, tu vois. Et voilà. Et ça, c'est des techniques, bah, tu en as 50 comme ça et tu les collectionnes et tu as tous les exemples et tu as ce modèle mental et tu as cette archive de choses que tu peux utiliser et tu commences à avoir du pattern recognition et tu te dis, OK, là,
je commence à le voir, je commence à le visualiser, le truc se met en place dans ton esprit, en fait, même d'un point de vue quasiment inconscient, ce qui est d'ailleurs le processus des copywriters à l'ancienne, qui était le processus de Gary Albert, c'était tu consommes toute la recherche sur le client, tu trouves plein d'idées, tu mets tout ça sur des petites cartes et tu le mets dans une boîte à chaussures, et après tu vas jouer au golf pendant 3 jours, et tu reviens pendant 3 jours et t'écris le truc, parce que dans ton esprit, le truc a décanté, en fait. Et ça, c'est un mix de j'ai fait mes recherches sur ce client et j'ai fait le boulot, et j'ai tellement vu d'exemples différents que mon cerveau va composer le truc, en fait, en arrière-plan. Et ça, je pense que c'est un point important du process qui est assez compliqué à enseigner, puisque c'est un élément qui est inconscient. Mais c'est clair que pour les gens qui deviennent performants en copywriting, c'est une assez grosse pièce du puzzle. C'est juste, ouais. Et du coup, tu me coupes un peu l'herbe sur le pied parce que j'avais une question pour toi et tu y as répondu. Ça a été posé dans ta communauté. C'est un peu comment, quand tu es copywriter ou que tu te lances, comment tu fais pour commencer à penser comme un marketeur. Et là, bah, c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est regarder tous ces trucs parce qu'aujourd'hui, tu as une erreur que je vois chez beaucoup de copywriters. Un truc qu'ils font, c'est se concentrer sur le texte et pas faire tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, OK, on va se concentrer sur le texte. Donc, on va faire de la recherche. Il n'y a pas de souci. On va faire du sondage. On va regarder des pages de vente. Mais on va regarder les mots, en fait. Ils vont regarder les mots. Et puis, ils vont reprendre les sondages. Et puis, ils vont prendre les mots qu'il y a dans les sondages. Ils vont les pondre sur une page de vente. Et ça va pas vendre. Parce que il manque, en fait, ce truc fondamental que tu as dit, qui est de vraiment aller chercher au-delà et de comprendre ce qui se passe sur le marché, ce qui est déjà en vente en face, nourrir ton swipe file de OK, quelles sont toutes les autres choses qui existent et comment tu vas en fait positionner toi, ta solution et ton argumentaire au milieu de tout ça. Donc ça, c'est un truc capital si vraiment tu veux commencer à penser comme un marketeur. Et la deuxième partie de la réponse ici que tu as donnée, c'est d'aller trouver ces idées. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé de la visualisation et tu peux faire ce que je sais plus qui, et je pense que toi tu vas avoir le nom, qui c'est qui parle de faire l'amour des idées. Est-ce que tu as la ref? C'est James Altucher. Parfait. Et bah James Altucher a ce principe d'amour des idées, et en fait tu peux le faire aussi pour inventer quelque part une nouvelle idée marketing où ok, j'ai la visualisation, j'ai une garantie. Je vais faire une garantie ultra forte de fou furieux où je vais dire à la personne, écoute, si t'as pas de résultat, je vais venir personnellement chez toi, je vais t'acheter un rouleau de PQ et je vais te torcher pendant 30 jours jusqu'à ce que tu aies des résultats, peu importe. Et en même temps, moi, ce que je fais beaucoup sur des pages de vente, c'est que ma garantie, je vais foutre une visualisation dedans. C'est-à-dire que si t'as pas de résultat, voilà ce qui va se passer. Mais toi, tu as 30 jours et voilà ce qui va se passer pendant ces 30 jours. Tu vas pouvoir faire ça. Et en fait, là, je vais pouvoir foutre les deux ensemble et te faire une garantie qui fait que derrière, en fait, je te refous un argumentaire de vente dans la tronche et c'est parti, quoi. Ouais. Ça te parle? Carrément. D'ailleurs, sur cette idée de visualisation dans la garantie, un truc que je faisais à une période, c'était de dire, en gros, l'idée, c'était d'insister sur le fait que tu peux être remboursé pour n'importe quelle raison. Et donc, ce que je voyais, c'est, ok, bon, bah, si la formation n'atteint pas de résultat pour moi, vous pouvez être remboursé, ok, très, très bien. Si vous n'avez pas le temps de la suivre, vous pouvez être remboursé, ok, très bien. Si vous n'aimez pas ma coupe de cheveux, Ah vous oui, pouvez être ça me dit quelque remboursé. chose, ça. Si vous n'aimez pas ma police de caractère, vous pouvez être remboursé. Si vous trouvez que j'ai une tête de con, vous pouvez être remboursé. Tu vois ce que je veux dire? Et donner des exemples où la personne se sentirait tellement mesquin de se dire, ok, la coupe de cheveux du mec, j'aime pas. Mais c'est simplement une manière de dire, je vous dis, vous pouvez être remboursé pour n'importe quelle raison. C'est abstrait. Mais si je te donne des raisons précises pour lesquelles je te rembourserai si tu n'étais pas content, c'est une manière, encore une fois, de rendre le truc plus crédible, juste parce qu'il est plus visuel, en fait. Parce qu'au final, je t'ai dit la même chose. Je t'ai dit n'importe quelle raison. Quand je te dis n'importe quelle raison, logiquement, ça englobe toutes les autres raisons que je te donne. Ouais. Le fait de donner des raisons spécifiques ne devrait pas, logiquement, changer le sens de n'importe quelle raison. Mais en réalité, oui. Parce que si tu dis n'importe quelle raison, c'est abstrait. Si tu donnes des raisons spécifiques qui sont les plus... Ah oui, ok, vraiment, du coup, quelle que soit la raison. Tu vois. Ouais, c'est juste. Donc ça, c'est des éléments marrants. Donc après, effectivement, tu remixes un peu les trucs. C'est là où ça devient un peu marrant. Si tu te dis, ok, telle section de ma page, je suis arrivé sur un truc un peu bateau, un peu ok, tu vois, qui remplit les critères, mais est-ce que je pourrais le rendre plus marrant, plus fun, plus différent? Parce que si les gens lisent quelque chose et qu'il est un peu bateau, en fait, même si ce que tu as dit est techniquement bien,
ils vont pas vraiment le comprendre, en fait. Mhm. Parce que c'est un truc un peu bateau. Donc, c'est le problème de la garantie, par exemple. Ça pourrait être le problème de OK, ce produit va marcher pour vous, même si vous êtes débutant. C'est un truc qu'on va souvent dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce produit va marcher pour vous, même si vous n'avez littéralement jamais créé un site web de votre vie, même si vous n'avez jamais acheté un nom de domaine, même si vous n'avez jamais créé une vidéo, même si le truc le plus compliqué que vous avez pu faire sur un ordinateur, c'est envoyer un email à votre maman, quoi. Mhm. Tu vois, si tu lis ça, tout d'un coup, j'ai vraiment posé la base de ah, ok, vraiment, il va partir de la base, de chez la base, en termes de compétences. Mais inversement, si je te dis, ok, c'est une formation pour les gens avancés, sérieux, etc. Et ben là, je vais te dire, ok, si vous ne savez pas ce qu'est un autorépondeur, n'achetez pas cette formation. Si vous ne savez pas voilà, ce qu'est un taux de conversion, n'achetez pas cette formation. Si vous ne savez pas ce qu'est euh, un CTR sur YouTube, n'achetez pas cette formation. Tu vois. Et ça serait une autre manière de, euh, de segmenter les gens et d'être spécifique dans ce que je te dis, puisque du coup, tu visualises un petit peu, ok, soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Et ça, c'est une autre technique qui serait l'inclusion-exclusion, qui est l'idée de, en excluant certaines personnes de ton produit, ça te permet aux gens qui, eux, sont toujours inclus, de sentir un sens de fierté. Donc, si un produit est disponible pour tout le monde, il n'y a aucune fierté, il n'y a aucune appartenance. Donc, c'est l'idée de la raison pour laquelle les gens sont fiers de s'afficher avec un t-shirt suprême, c'est parce qu'ils savent que peu de gens peuvent y accéder. Soit pour une raison de prix, soit parce qu'il faut faire la queue pendant 12 heures devant le magasin pour l'obtenir. Ouais. Et c'est ça qui fait la puissance de cette marque. Donc, si je te dis, OK, mon produit, il est super bien et il est un peu exclusif, il faut que j'exclue d'autres personnes. Parce que si j'inclus tout le monde et que j'exclus personne, bah, du coup, tu ne sens pas que c'est exclusif. Donc, si je te dis Schoolmaker, je te dis, ah ouais, bah, Schoolmaker, c'est un truc pour les gens assez avancés. Si tu vends des petites formations à 50 euros, t'embêtes même pas avec Schoolmaker. Schoolmaker, c'est pour les vrais de vrais qui font des grosses formations, hein, qui vont avoir une communauté, du coaching, du machin. Ce serait une manière pour moi de rendre le truc un peu plus exclusif en étant spécifique à ce niveau-là. Et donc, du coup, toutes ces petites techniques, effectivement, se croisent avec les autres techniques où tu peux dire, OK, si j'ai un argument qui peut sembler un peu bateau, comment est-ce que j'ajoute dedans une visualisation? Comment est-ce que j'ajoute dedans une métaphore, une comparaison, un machin pour le rendre de nouveau saillant dans l'esprit des gens? Ouais. C'est juste. Et ça me fait dire, t'as un esprit, tu vois, qui est ultra capable d'aller chercher ces trucs-là. Et je continue de penser que t'es un mec brillant de ouf. Et ça me fait dire quelque chose, tu vois, vis-à-vis de la conversation qu'on a, où là, franchement, mec, je suis en train de me régaler, c'est la folie. Et du coup, ça me fait penser à un truc, c'est que, du coup, ce métier de copywriter et ce métier de copywriter marketeur, tu vois, celui qui a cette capacité d'aller penser ces choses, d'aller faire l'amour des idées, d'aller réfléchir comme tu arrives à réfléchir. Est-ce que pour toi, c'est un truc que tout le monde peut faire ou c'est uniquement adressé à une certaine catégorie de personnes? Je pense honnêtement que c'est pas accessible à tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui sont. Après, je pense que les gens savent en fait si ça les intéresse ou pas, tu vois. C'est-à-dire que il faut aimer aller chercher cette réflexion, il faut aimer aller chercher ces patterns, il faut aimer créer un truc. Moi, je pense que c'est quelque chose que tu kiffes ou que tu kiffes pas, tu vois. Moi, je pense que ce qui a fait que j'ai kiffé ça, c'est quand j'étais petit, j'écrivais mes histoires d'heroic fantasy. Et en fait, quand j'étais petit, ce que j'avais, c'était que quand je voyais quelque chose qui me faisait kiffer, j'ai envie de faire la même chose. Donc, je faisais mes propres mangas, je faisais mes propres romans d'heroic fantasy, je faisais mes propres BD, je faisais mes propres jeux de société, voilà. Ouais. Mal, hein. Je dis pas que je fais des trucs bien, hein. Je fais des trucs nuls. Mais si tu veux, c'était l'enthousiasme de voir quelque chose cool, d'avoir envie de créer la même chose. Ouais. Et donc, dans le copywriting, je pense que il faut aimer écrire. Il faut aimer écrire, à mon avis, d'un point de vue relativement analytique, même si moi, je pense que je penche beaucoup plus du côté analytique. Il y a d'autres personnes qui penchent plus du côté intuitif. Et les deux fonctionnent parce qu'en fait, l'intuition est une analyse inconsciente. C'est-à-dire que si tu es intuitif, c'est pas juste dire ah, j'ai bu de l'absinthe et j'ai écrit ma page de vente. C'est pas dire ça. Si tu es intuitif, ça veut dire j'ai une compréhension fondamentale du besoin client ici, j'ai une compréhension du marché, j'ai une compréhension du copywriting et je vais me servir de tout ça pour un peu se sentir. Et de toute manière, tout le monde a une partie d'intuition parce que tu peux pas en fait tu peux analyser qu'un certain nombre de facteurs, en fait. Donc, si tu arrives à un point où, comme je te dis, tu as 50 techniques différentes et pour chaque technique différente, tu as 20 manières différentes de les exprimer, bah, tu as 1000 éléments différents.
tu peux pas, d'un point de vue analytique, sélectionner tes 1000 éléments, tu vois. Donc, il y a un mix d'avoir une capacité analytique, de comprendre les enjeux d'un point de vue fondamental, ce qui va être particulièrement important si tu communiques avec un client, puisqu'il faut pouvoir justifier de pourquoi tu as choisi telle ou telle option. Ouais. Mais ensuite, c'est ta capacité à avoir un enthousiasme fondamental de créer le truc et de voir en fait les pièces du puzzle se mettre en place. Et je pense qu'il y a des gens que ça intéresse et il y a des gens que ça intéresse pas. Il y a des gens, en fait, ça les saoule d'écrire, en fait. Et il y a des gens où écrire, c'est ce qui les fait le plus kiffer. Donc pour moi, hein, tu vois, t'es là, t'as ta petite musique, t'as 3 heures de libre devant toi, et tu rentres dans un document et là, t'es à fond dedans et tu te déroules le truc. C'est un vrai plaisir, en fait. Je pense qu'il y a des gens pour qui ce serait une calvaire, souffrance, tu vois. Ouais. Ce serait un petit peu essayer de tordre, tu vois, le torchon pour avoir les dernières gouttes de truc et tu galères avec ça. Et il y a des gens pour qui c'est tu fais du ski, tu vois, tu descends la pente et tu te laisses porter par le truc et par ton propre cerveau et par ce qui va sortir. Et donc voilà, je pense que c'est pas forcément pour tout le monde. Après, je pense que si une personne est avec nous au bout de quasiment 1h30 de podcast sur le sujet, c'est que ça t'intéresse et que ça te fait kiffer, tu vois. Je pense pas que ce soit mystérieux, tu vois. Je pense pas que tu aies besoin de faire 5 ans de copywriting pour te percevoir si ça va t'intéresser ou pas. Je pense qu'il faut te demander est-ce que tu as ce kiff de la création? Est-ce que quand tu étais petit, tu avais envie de créer des trucs, créer des petites histoires, faire des petites BD, créer des jeux vidéo? Moi, j'aime beaucoup cette créer des jeux vidéo. Alors là, avec encore moins de succès que dans les autres catégories, mais un jour, j'ai fait un jeu vidéo où en 2D, un personnage pouvait se déplacer. C'est tout, il n'y avait rien à faire, mais tu pouvais déplacer le personnage, ouais. Et tu pouvais aussi faire une rotation. Tu avais un petit sprint et tu pouvais faire une rotation. Tout le gameplay, c'était un bouton pour faire tourner le gars. Trop bien. En C++, tu vois. Donc, bref, tu vois, c'est pas directement. Parce que, évidemment, quand tu as 8 ans, tu n'es pas en mode je vais écrire des pages de vente. Ouais. Tu vois. Les pages de vente, c'est juste une manière différente d'exprimer ces idées-là. Mais je pense que les gens savent si oui ou non ils ont un kiff pour la création particulièrement. Et ensuite, si les sujets dont on parle. En fait, faut à mon avis mixer cet intérêt assez analytique. Faut avoir envie de créer. Et faut avoir un intérêt sur la psychologie humaine. Et ça, c'est l'idée de te dire, à un moment donné, tu t'es dit, mais pourquoi les gens font telle chose plutôt que telle autre, en fait? Et moi, une des manières dont je suis arrivé à la psychologie humaine, étrangement, c'est par la séduction, en fait. C'était l'idée, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi telles personnes sont plus charismatiques que d'autres? Pourquoi voilà, telle phrase d'approche plutôt que telle autre? Comment est-ce que tu peux avoir un premier rendez-vous, etc. Et ce qui est intéressant dans la séduction, c'est un petit peu comme le marketing, c'est-à-dire que tout n'est pas à la surface. Il y a beaucoup d'éléments qui sont du sous-texte, tu vois. Donc, il faut comprendre que la communication n'est pas entièrement contenue dans le sens des mots. C'est ça. Donc, quand tu vas dire quelque chose à quelqu'un, sur un certain ton de voix, ça communique non seulement l'information qui est contenue, mais parfois l'information qui est contenue, elle est vide de sens. Et parfois, la plupart du sens, c'est dans ta confiance en toi. Donc, par exemple, si tu es dans une soirée et que tu vois quelqu'un qui t'intéresse et que tu vas parler à cette personne et tu dis « Ah, tiens », et que tu commences à parler, même si ce que tu dis, c'est un peu truc de nul, genre « Ah, tiens, t'as des frères et sœurs, des trucs nuls », le simple fait d'avoir fait la démarche, d'aller parler à cette personne avec un niveau de confiance, communique numéro 1, tu me plais, et numéro 2, j'ai le niveau de confiance en moi de me dire je suis le type de personne qui a une chance avec toi, en fait. Ouais. Donc, tu vois, beaucoup de communication est implicite. Et donc, moi, je me suis beaucoup intéressé à ça à une certaine époque. Et j'avais même eu un site sur le sujet, etc. Et donc, une fois que tu as un intérêt fondamental pour la psychologie humaine et de pourquoi les gens font certaines choses, voilà, ça te passionne d'apprendre la persuasion dans le marketing, mais aussi dans les domaines annexes. Donc, moi, je m'intéresse par exemple beaucoup au storytelling en mode comment est-ce que les scénarios hollywoodiens sont écrits, structurés, comment ça fonctionne. Pour moi, c'est un élément. C'est pas strictement parler du copywriting, mais c'est aussi très utile en copywriting, mais c'est aussi pas exactement la même chose. Tu vois, c'est annexe, mais ça triangule un petit peu ton idée. Tu peux analyser ça, tu peux analyser, par moi, j'analyse beaucoup les vidéos YouTube, parce qu'une vidéo YouTube, c'est pas totalement du copywriting, mais c'est comment est-ce que je fais une accroche forte et comment est-ce qu'ensuite je fais ce qu'on appelle en copywriting un toboggan glissant qui me permet de garder l'attention de la personne minute par minute jusqu'à la fin. Et donc là, tu apprends en copywriting, OK, quelles sont les accroches, comment est-ce que tu gardes l'attention de la personne, comment est-ce que tu crées une open loop, comment est-ce que tu gères le pacing. Parce que si tu as une vidéo YouTube de 25 minutes
qui a un rythme stable, en fait, tu t'ennuies. Ouais. Il faut que la vidéo, elle accélère, et après, elle ralentit un petit peu, et après, elle accélère. Et tu vois, il faut qu'il y ait des hauts et des bas, comme dans un film. Dans un film, il y a toujours une grosse scène d'action, et après, il y a une scène où le héros, il a une scène un peu romantique avec la nana, tu vois. Et pourquoi ils font ça dans un film d'action alors que t'es là pour voir de la baston? Ouais. Parce que si c'est baston, 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 t'es désensibilisé, en fait. Mm. Donc, tu vois, il y a un système de il faut alterner, il faut qu'il y ait une scène un peu tendue, après il faut qu'il y ait une scène un peu marrante, après il faut qu'il y ait une scène un peu émouvante, et après il faut qu'il y ait une autre scène d'action, etc. Et c'est du pacing. Et donc, tu étudies les films, tu regardes et tu dis, tiens, c'est intéressant, pourquoi c'est comme ça, comment est-ce qu'ils ouvrent, c'est quoi la première scène, c'est quoi la dernière scène, c'est quoi les 3 actes de ce film, etc. Et tout ça, pour moi, ça correspond à cette grande catégorie de une curiosité sur la psychologie humaine, où à chaque fois, je n'en tire pas forcément des principes marketing qui vont me servir pour mon prochain projet, tu vois. Mais c'est grosso modo un intérêt que j'ai. Et donc, comme c'est un intérêt personnel que j'ai et que de toute manière, pour ma curiosité personnelle, je continue à consommer tout ça, ça renouvelle aussi mon copywriting. Mhm. Parce qu'une de mes croyances d'un point de vue marketing, et ce qui, je pense, fait la force de ma chaîne, c'est qu'en fait, si tu consommes que du contenu marketing, tu tournes un peu en rond, quoi. Si il y a du contenu purement marketing, genre que des articles, genre les 3 conseils pour augmenter votre taux de conversion, à un moment donné, tu tournes en rond et tu n'as plus d'idées, tu n'as plus de créativité, tu maximises un petit peu ce que tu peux avoir d'un point de vue explicite. Mais si tu passes beaucoup de temps à étudier des films, à étudier différents produits à droite à gauche qui t'intéressent, à parler à des gens qui sont différents de toi et dire mais tiens, mais pourquoi est-ce que tu aimes telle ou telle personne? Pourquoi est-ce que tu achètes tel ou tel produit? Qu'est-ce qui t'a convaincu là-dedans, tu vois? Par exemple, être parent, c'est un truc intéressant, tu vois? Le marketing des trucs pour enfants, c'est Ouais. assez intéressant parce que le coup, ils sont vachement forts en termes de branding, en termes de positionnement et tu peux te retrouver à payer 5 fois plus cher pour quelque chose parce qu'ils ont touché les bons points marketing, par exemple. Et donc, du coup, si tu as une curiosité là-dessus, bah, tout ce que tu vois autour de toi, parce que le monde est composé à 90% de marketing. Enfin, tu vois, tout ce que tu vois à la télé, c'est du marketing. Mhm. Donc, que ce soit les programmes, les news ou la pub, pour moi, tout ça, c'est du marketing. Tout ce que tu vois sur Internet, c'est du marketing. C'est un truc qui a été créé par quelqu'un qui a capté ton attention. Quand tu parles à des gens, c'est pas du marketing, mais c'est de la psychologie humaine. Et en fait, quasiment tout ce qui t'entoure contient des leçons et tout d'un coup devient vachement intéressant. Et quelque chose qui aurait été, pour moi, il y a 15 ans, un truc débile sans intérêt, Mhm. aujourd'hui est un truc débile avec beaucoup d'intérêt. Ouais. Donc, par exemple, si tu me mets devant, à une époque, c'était les ch'tis à Mykonos. Bon, ma référence date de Ouais. il y a 10 ans, mais supposons une émission de télé-réalité ou les Kardashians. Et bien, certes, le contenu en niveau 1 va pas forcément m'intéresser. Mais je me dis, ok, mais pourquoi est-ce que les gens aiment cette émission? Comment est-ce que c'est structuré? Comment est-ce que le montage est fait? Comment est-ce que le casting est fait? Quelles parties sont un peu scénarisées? Quelles parties ont l'air plus improvisées? Comment est-ce que le pacing est fait? Combien de temps est-ce que dure une scène? Combien de temps est-ce qu'ils me laissent sur cet élément-là? Comment est-ce qu'ils me font une open loop pour me donner envie de voir l'épisode suivant? Et donc, même sur un contenu qui, sur la surface, ne m'intéresse pas, ou du contenu, tu vois, pour enfants et des trucs comme ça, comment est-ce que ce contenu est structuré et construit? Et donc, sur le niveau d'analytique méta, c'est toujours intéressant. Et donc, du coup, tu te retrouves partout autour de toi, avoir des choses intéressantes et te dire, mais tiens, pourquoi ça marche? Quels sont les principes que je peux reconnaître dedans? Quelles sont les nouvelles expressions des techniques que je connais? Et voilà. Et du coup, voilà. Je pense que ça, c'est pas quelque chose que j'ai appris, tu vois. Mhm. C'est là, voilà, c'est ça. J'ai un intérêt que j'ai développé au fil du temps et que je continue à trouver extrêmement riche et extrêmement fascinant. Et je pense que, voilà, ma chaîne YouTube, ça parle de ça. Il y a beaucoup de gens qui la suivent. Donc, ça m'indique que je suis probablement pas le seul. Euh, mais voilà, à mon avis, faut la voir ou faut pas la voir. Et je pense que beaucoup de gens ont cet intérêt fondamental et peuvent le développer via le copywriting dans un livrable à la fin, quoi. Mhm. C'est juste. Ça me parle énormément ce que tu dis sur les Kardashians, sur la séduction. Alors, c'était il y a un moment, mais sur la séduction de ouf, parce que c'est vraiment un truc par lequel beaucoup de copywriters passent. Et si aujourd'hui, il y a des copywriters qui sont pas passés par la séduction, je vous invite à vous pencher. Et toi, ta ref, c'est aussi ma ref, c'est Mark Manson et son livre Models. Mark Manson. N'importe quel Ouais. copywriter devrait le lire pour le fond, la forme
et re le fond, re la forme, ne serait-ce que pour comprendre certains enjeux psychologiques et aussi comment séduire, parce que ça fait aussi partie du taf de freelance. Et sur les Kardashians, tellement en ce moment, je regarde un truc, ça s'appelle Marié au premier regard, et c'est super intéressant parce qu'il y a ce truc où tu suis plusieurs couples. Et c'est ce que tu as dit, où tu en as certains, en fait, leur parcours de couple, c'est ils sont bien, ils sont heureux, ils se plaisent, et on se fait chier. Et c'est ça tout le long, en fait. C'est tout va bien, on part en vacances et c'est chouette. Et t'en as d'autres, c'est d'office, putain, je déteste cette personne, je veux pas rester avec, et ils sont coincés ensemble. Et là, c'est extraordinaire, parce que là, t'as vraiment peut-être que ça va aller mieux, et ça s'écroule. Et tout cet enjeu de storytelling derrière, quoi. T'allais dire quelque chose? Non, d'ailleurs, en parlant de Mark Manson, pour te dire un petit peu, tu vois, ma manière de réfléchir, quand j'ai écrit mon livre, j'ai été prendre un certain nombre de livres qui m'avaient inspiré. Et je me suis dit, OK, ce livre, je l'ai lu et j'ai trouvé ça cool. Mais en fait, comment ce livre, il fonctionne? Donc, j'ai été prendre son livre, euh, son méga best-seller qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Et j'ai été dire, OK, il y a combien de chapitres dans le livre? OK, ils font quelle longueur? OK, comment est-ce que les chapitres fonctionnent? C'est quoi la structure typique? Donc, souvent, il ouvre son chapitre par une anecdote marquante et après, il introduit un concept. Comment est-ce que le livre, globalement, fonctionne? Donc, quels sont les différents actes du livre? S'il y a 12 chapitres, je distingue peut-être 3 grands mouvements. Et je distingue, par exemple, que quand il t'explique ce que j'appellerais une scène, tu vois, quand il te donne une idée, il va suivre un conseil de scénariste hollywoodien qui est, quand tu as une scène dans un film hollywoodien, il faut que la polarité s'inverse. Donc, si la scène, elle commence dans le négatif, le héros est dans la merde, il faut qu'à la fin, le héros s'en sorte dans la scène. Ouais. Parce que s'il est dans la merde au départ et à la fin, on n'a pas l'impression de progresser dans l'histoire. Inversement, si au départ, le héros, il est trop content au début de la scène, il faut qu'il lui arrive un problème et qu'on inverse la polarité sur du négatif. Tu vois, c'est un sens de progression. Donc, toujours positif-négatif ou négatif-positif. Et en fait, si tu lis le livre de non-fiction L'art subtil de s'en foutre, tu remarques qu'à chaque fois qu'il te présente une idée, il dit au départ, cette idée a l'air super déprimante, mais en fait, non, c'est bien parce que. Donc, on va tous mourir, oh là là, c'est déprimant, mais en fait, non, parce que ça donne du sens à la vie. Où il va te dire, voilà, cette idée a l'air bien, mais en fait, attention, cette idée a un danger. Donc, par exemple, on pourrait croire que il faut toujours penser positivement et toujours être heureux, et comme ça, voilà, c'est ce que nous dit de faire, je sais pas, Tony Robbins, par exemple. Mais attention, les gens qui essaient de faire la pensée positive, en fait, ils sont juste en train de masquer des problèmes plus profonds. Et donc, tu vois, il va toujours y avoir une espèce d'inversion et un espèce de retournement de situation qui te garde toujours un peu sur le qui-vive. Ou s'il te dit un truc mauvais, ça va pas rester mauvais, ça va pas rester déprimant, et il va y avoir une lueur d'espoir. Et s'il te dit un truc cool, attention, parce qu'en fait, non, il était toujours. Et donc, ça, c'est un truc que j'avais étudié aussi tu regardes n'importe quelle scène de film, etc. Enfin, si tu regardes un film d'arrêt d'essai, je ne parle pas garant Ouais. de la structure storytelling. Mais si tu regardes n'importe quel film hollywoodien que tu veux, si tu regardes Shawshank Redemption, je te garantis qu'il y aura toujours, tu vois, un contraste à ce niveau-là. Et que du coup, tu peux. Voilà. Et moi, du coup, je vais me dire, bah tiens, je te dis pas qu'en lisant le truc la première fois, j'ai tout capté. Hein. J'ai été le revoir après et j'ai été analyser un peu le truc. Je dis, ok, je vais suivre la structure d'un chapitre, combien d'anecdotes il utilise. Comment il introduit ses concepts, comment est-ce que les concepts d'un chapitre à l'autre, tu vois, progressent, etc. Et c'est voilà, c'est un peu comme ça que tu peux progresser. Et en l'occurrence, moi, j'étais dans une démarche spécifiquement d'écrire mon livre et de me dire, ok, un super livre de non-fiction, comment est-ce qu'il est construit, en fait. Et après, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Pourquoi ça prend aussi longtemps d'écrire un livre, qui expliquait explicitement la réflexion que j'avais en termes de storytelling, en termes de structure sur le livre, en termes de pacing, et que je voulais que la personne à départ, tu vois, ait un pic d'espoir et dire voilà, je te vends un peu du rêve tout au départ, introduction. Et après dire mais en fait, comment tu vas faire? C'est super dur. Il y a plein de genres sur Internet, c'est difficile, etc. Et petit à petit reconstruire une vision sur une idée. Et après mettre mais ouais, en fait, c'est vachement dur, même si tu as une bonne idée, de pouvoir la vendre. Et après t'expliquer le message de vente, etc. Tu vas pouvoir avoir un petit peu comme dans un film. Le héros au départ, il est content. Il a un problème, il trouve une solution, il a encore plus de problème, et à la fin, il gagne, et tu as un épilogue. C'est grosso modo. Et ça c'est des éléments, tout d'un coup, tout ça se transmet d'un domaine à un autre, quoi. Et du coup, ton champ d'études, il devient suffisamment grand pour pouvoir continuer à trouver des trucs toujours extrêmement intéressants et pouvoir toujours te renouveler, tu vois.
que ce soit, je sais pas, moi, il y a plein de domaines que j'ai pas beaucoup étudié, tu vois. Genre, si tu me dis comment est-ce que tout ça s'applique dans la musique, là, pour le coup, voilà. Et je suis sûr qu'en fait, si tu creusais dans la musique, la manière dont les chansons sont construites, la manière dont les paroles sont écrites, la manière dont c'est marketé, la manière dont la musique va être associée à une identité, il y a plein de manières différentes de faire. Et ça, tu vois, il y a plein de domaines même où je pense que tu peux encore continuer à miner beaucoup de valeur à ce niveau-là. C'est juste. C'est juste, et quelque part, ça répond encore une fois à la question de comment tu te mets à vraiment penser comme un marketeur. C'est tu Ouais. prends la chose partout et juste tu t'intéresses fondamentalement. Et aussi sur ce que tu as dit, c'est Mark Manson, tu as pris son bouquin et tu l'as décortiqué. C'est aussi un truc que j'adore faire. C'est quand je vois un tunnel, je vais trouver tous les moyens possibles et imaginables de le décortiquer. Un business pareil, tiens, tu cartonnes aujourd'hui, tu fais 3 millions, je vais décortiquer ton business sur les 3 dernières années et je vais Ouais. voir le parcours pour comprendre en fait les dessous. Stan, ça fait un moment qu'on discute, c'est le premier épisode et je pense que ça va être l'un les plus longs. Et merci infiniment pour ton temps. En plus, tu Plaisir. teases un peu puisque j'ai 3 questions que je pose à la fin et il y en a une qui est très liée à ce dont on vient de discuter. Avant de passer à la fin, c'est l'heure de mon petit call to action des familles parce que on pourrait encore parler vraiment longtemps. Et moi là, je me régale. Ce que je te propose à toi qui nous écoute, c'est tout simplement, si tu veux qu'on discute davantage avec Stan, si tu veux lui poser des questions et si tu veux qu'on fasse potentiellement dans le futur un nouvel épisode dans lequel on va y répondre, voilà ce que tu peux faire. Tu peux t'abonner à ce podcast, soit sur cette chaîne, soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, et mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, et nous dire en commentaire que 1, t'es toujours là après 45 minutes et t'es vraiment une rockstar, après 1h45 minutes, pardon, et t'es vraiment une rockstar, et 2, que tu veux que Stan revienne et qu'on remette le feu. Est-ce que c'est OK pour toi? Au top. Là-dessus, Stan, j'ai 3 questions que je pose à la fin. S'il y avait un truc que tu aurais aimé savoir plus tôt, ce serait quoi? Je pense que ça m'a pris un moment de vraiment avoir la bonne notion de comment travailler sur une équipe, quoi. Et aujourd'hui, c'est devenu le point clé, le point central de mon travail. Mais pendant un moment, j'avais cette vision que j'allais un peu tout faire tout seul, et cetera. Et aujourd'hui, je suis absolument à l'inverse de ça. Et ça m'a pris un moment de faire ce switch, parce que j'avais quelque part cette idée de, j'allais pas pouvoir être aussi heureux s'il fallait que, tu vois? Parce on en a parlé pas mal tout à l'heure sur les appels. Mhm. S'il fallait faire des appels tout le temps, je me voyais pas en train d'être manager des gens, et cetera. En réalité, si tu crées ton entreprise, tu as, la liberté, de la structurer un petit peu, de la manière, qui te convient, et de créer ta propre culture d'entreprise, et cetera. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pu démarrer plus tôt. De mieux comprendre ça et de mieux comprendre que, que la culture d'entreprise que tu crées, les process que tu crées, sont aussi une partie de cette démarche entrepreneuriale et sont peut-être la partie la plus importante de la démarche entrepreneuriale. Dans la mesure où peut-être qu'au final, ce que tu crées, c'est pas juste, dans mon cas, des vidéos YouTube ou des pages de vente, c'est aussi la culture, l'équipe et l'entreprise. Et si tu regardes, voilà, des gens qui ont fondé des grosses entreprises, même, tu vois, un gars comme Steve Jobs, par exemple, pour prendre un exemple d'une personne qui, même au plus haut niveau, avait un input créatif direct. Mhm. Finalement, la plus grosse chose que Steve Jobs a créée, c'est pas, il a pas juste inventé l'iPod et l'iPhone, quoi. Il a inventé, il a créé la structure, l'entreprise qui se trouve autour, qui est capable de produire ces éléments-là et de perdurer dans le futur. Et ça, je pense que c'est un mindset de dézoom, en fait. Ouais. De ce que je fais, c'est pas cette vidéo, c'est le process qui va permettre de continuer à créer des bonnes vidéos dans le futur. Hem, voilà. Et moi, c'est un peu ma réalisation des dernières années, quoi. Ça fait plusieurs années que je suis sur cette démarche, hem, et que je sens que je suis pas, parfait, quoi. Je suis très loin d'avoir vraiment, maîtrisé cette partie-là. Ok. Deuxième question que j'ai pour toi qui va peut-être être liée du coup à la première pour ton cas. S'il y a quelque chose que tu aurais aimé avoir fait différemment depuis que tu t'es lancé, en fait, depuis donc maintenant un paquet d'années, hein, on est en 2022, ça aurait été quoi?
Euh, ben, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que ce que j'ai fait a tellement bien fonctionné qu'il y a un côté où tu dis, je voudrais pas vraiment prendre le risque tu vois, de trop changer ces éléments-là. Ceci étant dit, moi, je vais te partager quelque chose dont je parle parfois avec les gens. C'est-à-dire que c'est pas facile d'avoir construit un gros business qui repose entièrement sur tes épaules. Mhm. C'est un certain poids. Et en fait, tu pourrais dire, ouais, mais maintenant, si ton business est grossi, c'est beaucoup plus facile. En fait, non. C'est-à-dire que plus le business grossit, plus il y a de poids sur mes épaules et plus c'est compliqué de changer ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, si tu réfléchis en termes d'actifs, comme si tu avais un actif immobilier, par Ouais. exemple. L'actif Marketing Mania que je possède, il a énormément de valeur maintenant. C'est un actif qui n'est pas vraiment possible de vendre, mais tant que moi, je continue à l'opérer, il a beaucoup de valeur. Mais il serait extrêmement... voilà. Donc, il serait extrêmement dommageable pour moi de plus être aussi impliqué dans cet actif parce qu'il perdrait beaucoup de valeur. Mhm. Et donc, du coup, je me suis mis dans une position où, certes, tu vois, je pourrais travailler beaucoup moins dedans si je voulais. Je ne dis pas dire que c'est impossible. Mais ce serait... ce serait entre guillemets gâcher, avoir la sensation de gâcher un travail que j'ai mis des années, une position que j'ai mis des années à accomplir. Et, et donc, dans le cadre de ce que je dis par rapport à l'équipe, tu vois, c'est beaucoup plus difficile pour une personne comme toi et moi, si tu fais ton podcast et ta formation, etc., de pouvoir monter cette équipe et de pouvoir leur donner de plus en plus de responsabilités, versus, moi, je connais beaucoup de gens qui sont, par exemple, dans l'e-commerce, Ouais. où tu peux déléguer toutes les tâches. Voilà, il y a aucune tâche qui ne peut pas être délégable. Mhm. Et toute tâche que tu continues à faire en tant que fondateur, c'est juste que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne pour le déléguer, etc. Ce qui veut dire que tu ne travailles pas, mais ça veut dire qu'il y a, y a moins de plafond et de dépendance à ce niveau-là. Et moi, tu vois, il y a un côté où c'est un peu une ambivalence. Je trouve ça méga cool de créer, et c'est la partie qui m'intéresse le plus personnellement, de pouvoir créer mes vidéos, de pouvoir écrire des emails, faire un podcast comme celui-ci. C'est la partie qui me fait le plus plaisir dans mon travail. Et il y a une autre partie de moi-même qui dit, je voudrais construire quelque chose de très gros. Et le fait d'avoir cette dépendance à moi sur cet élément-là, menace un petit peu ça. Ou, Mhm. ou plus je construis quelque chose de gros, plus c'est une espèce de... Plus il y a de trucs qui reposent sur mes épaules. Tu vois, peut-être que la personne qui a construit la plus grosse marque personnelle dans un domaine adjacent, ce serait un gars comme Tony Robbins, par exemple. Tu vois. Ouais. Donc, il y a plein de trucs qui fonctionnent sans Tony Robbins. Mais Tony Robbins, c'est Tony Robbins. Tu vois. Si Tony Robbins il part ou il meurt ou quoi que ce soit, c'est plus la même chose. Tu vois. Mhm. C'est pas la même chose que Apple, par exemple, qui est beaucoup plus gros aujourd'hui qu'il a jamais été pendant la période où Steve Jobs existait. Et donc, c'est un peu une ambivalence dans la mesure où si je faisais juste de l'e-commerce à vendre des produits random, je pense que je m'épanouirais pas autant dans mon travail. Mais aujourd'hui, j'ai aussi la sensation d'avoir, tu vois, d'avoir euh, un, un point de blocage que je peux toujours mettre des gens et avoir une équipe, etc. Et ce point, il s'améliore au fil du temps. Mais il y a certains moments où je me dis, ah, ce serait tellement plus simple, en fait, si il n'y avait pas Stan Leloup dessus, si ça pouvait juste être une équipe, et si je pouvais juste déléguer entièrement le truc et le laisser tourner sans moi pour m'occuper d'autres choses, par exemple. Et la démarche que j'ai sur Schoolmaker, c'est une démarche de faire les choses cette fois-ci sans créer cette dépendance. Donc, c'est une démarche fondamentale de se dire, on va créer quelque chose d'autre, et cette fois-ci, ça ne dépendra pas de moi. Donc, je suis très impliqué sur Schoolmaker. Mais dans 5 ans, il est possible que Schoolmaker fonctionne sans avoir besoin de moi du tout. Mhm. Et c'est totalement possible, et c'est faisable, et ça va probablement se produire. Alors que dans 5 ans, Marketing Mania, quelle que soit la courbe de croissance que tu imagines, a peu de chances de fonctionner sans moi, sauf si on change fondamentalement la structure de l'entreprise, ou c'est plus moi qui présente les vidéos, etc. Ce qui semble probable. Ouais. Ça me parle énormément. C'est un peu la malédiction, on peut appeler ça entre guillemets la malédiction Ouais. du gourou.
où Ouais, les gens vont continuer à te vouloir. Et c'est aussi, déjà, tu as bien fait pour cette raison d'appeler aussi Marketing Mania, parce que ça laisse quelque ouais. part une issue. Moi, j'ai la même. Ça laisse un peu une porte ouverte. C'est Ouais. ça. J'ai eu la même pensée avec Copy Rockstars. Et Copy Rockstars, si j'ai foutu un S à la fin, c'est pour une bonne raison, c'est que je veux pas que ce soit à Ouais. propos de moi, ce soit à propos des gens qui sont dedans, tu vois. Mais je pense que c'est réalisable, puisque tu vois des boîtes comme Germinal, où tu as eu le fondateur, et la marque, en fait, a fini quand même, malgré tout, par rester sur un tout autre marché, mais il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Bah, dans mon cas, c'est les vidéos YouTube Ouais, c'est compliqué sur une chaîne YouTube de remplacer, de dire ok, ben on sera un autre mec qui ouais, présente. Pas impossible, mais c'est clair. il y a pas beaucoup d'exemples de personnes qui ont réussi à le faire. Ouais. Voilà, encore une fois, c'est pas si tu veux, il y a beaucoup d'avantages. Donc, l'avantage d'être une personnalité connue, etc., c'est qu'il y a un attachement direct. Et donc, en fait, c'est un avantage compétitif irremplaçable. Mhm. Tu peux pas copier, quelqu'un d'autre peut écrire des bonnes vidéos, mais tu peux pas copier Stan Leloup. Tu peux pas avoir Stan Leloup sur ton truc. Et si les gens sont attachés, te connaissent, etc., tu vois, c'est un asset marketing unique qui te permet aussi d'avoir l'effet de levier que tu as, etc. Mais c'est vrai que quand cet effet de levier, il est représenté par un humain en chair et en os et pas par un logo, comme ça peut être dans le cas de Apple, Ouais. c'est plus difficile à vivre pour cet humain. Et moi, je le vis assez bien, notamment parce que sur YouTube, j'ai une fréquence de publication absolument random. Après, tu nous régales en ce moment. Euh, Franchement, là, il y en a encore une cette en ce moment, semaine. j'ai Moi, plusieurs vidéos, c'était fait, quoi. ouais. Mais il y a des YouTubeurs qui sont en mode 2 vidéos par semaine, Ouais. mon gars, tu vas crasher, tu vois, t'es sur le hamster wheel, Ouais. comment tu dirais ça, le rouleau de hamster, pas le rouleau, la roue de hamster. Tu vois ce que je veux dire. Il y a des youtubeurs qui peuvent le prendre beaucoup plus cher et en Mhm. fait qui vont burn out en 3 ans. Ouais. Et là, je parle plus de youtubeurs un peu plus mainstream, mais moi, j'en souffre moins dans cette mesure-là. Mais c'est vrai que euh, quand je parle à différentes personnes qui sont dans ces situations, je parlais l'autre jour à un gars, tu vois, qui vend des formations de fitness, de remise en forme, etc., en stories sur Instagram. Bah, il faut les sortir tes stories, tu Mhm. vois, il faut mettre en scène ta vie, il faut faire tout ça, tu vois ce que je veux dire, Ouais. j'ai parlé à plusieurs personnes récemment qui ont ça, et c'est vrai que c'est un avantage énorme, si tu veux, c'est beaucoup plus facile de vendre un produit de remise en forme avec un mec qui a un corps de ouf et des abdos et qui peut être là et qui vend le truc, plutôt qu'avoir une marque impersonnelle. Ouais. C'est évidemment un avantage énorme, mais le fait que cet avantage soit construit dans une personne, euh, et voilà, c'est un trade-off, quoi. Et moi, c'est un trade-off que je suis content d'avoir fait. Et j'échangerai ma chaîne YouTube, tu vois, j'échangerai pas ma chaîne YouTube pour un business de la même taille, voilà, Ouais. qui serait pas aussi intéressant à mener. Mais euh, je joue quand même sur les deux tableaux en me disant, je vais monter un autre business qui a le potentiel de devenir très gros et qui aura pas ce maillon faible. Mhm. Ouais, c'est juste. Troisième et dernière question pour toi, sur une note un peu différente, et qui me permet de reboucler sur ce que j'ai dit tout à l'heure, du coup. Est-ce qu'il y a un contenu? Alors, ça peut être un livre, une série de livres, ça peut être une série, ça peut être des vidéos YouTube, un magazine, bref, ce que tu veux, que tu aimes particulièrement lire, regarder ou écouter, ça peut être un podcast aussi, mais qui n'a aucun lien, comme on le disait, avec le copywriting et le marketing, un truc qui n'a rien à voir, mais que tu kiffes suivre, et qui, malgré tout, toi, t'inspire énormément pour tout ce que tu fais dans le business. Est-ce que tu as entendu parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Corridor Crew? Non, je vais le noter tout de suite. Ok. Donc, c'est probablement, depuis environ 2 ans, ma chaîne préférée de tout YouTube. Ok. Donc, à l'origine, c'était 2 mecs, Sam et Nico, qui étaient des passionnés d'effets spéciaux et qui faisaient des petits films de fans. Genre, ils ont un film Minecraft dans la vie réelle, ils faisaient des petits films de fans. Et leur truc, c'était les effets spéciaux. Ils faisaient beaucoup d'effets spéciaux, ils avaient appris par eux-mêmes, etc. Et ils ont monté une boîte, ils ont monté une chaîne qui s'appelle Corridor, et sur laquelle ils faisaient des petits films, un peu des courts-métrages de quelques minutes, avec beaucoup d'effets spéciaux. Et ils ont ensuite lancé une chaîne secondaire qui fait des vlogs sur derrière des coulisses de leur studio d'effets spéciaux, Mhm. qui s'appelait à l'origine Sam et Nico, qui s'appelle aujourd'hui Corridor Crew. Ok. Donc c'est REW, donc l'équipe Crew, l'équipe Corridor, pardon. Et aujourd'hui, c'est leur chaîne principale et ça cartonne. Et en fait, sur cette chaîne, ils font différents formats, mais ils ont un format, ils font en fait des vlogs où ils racontent leur travail de mecs qui font des projets d'effets spéciaux. Et en fait, ils vont. Donc, pour te donner quelques exemples de trucs que j'ai vus récemment, ils font un concours
ils veulent tous faire une visualisation satisfaisante. Ils veulent faire une espèce de truc en 3D où quand tu le regardes, c'est genre une boule qui passe exactement dans un trou, c'est une pièce de puzzle qui rentre exactement dans le truc, c'est, je sais pas, une fourrure qui flotte dans le vent, etc. Et ils vont se faire un challenge, ils vont tous se donner. Et la manière dont ils sont capables de raconter, bon, d'abord, la passion des mecs, ils ont toute une équipe dedans, il doit y avoir une quinzaine de personnes qui bossent là. Et ils sont tous un peu, c'est comme regarder une sitcom en fait, mais avec des vraies personnes. Ils ont tous une passion pour ce qu'ils font pour leur travail. Ils vont te raconter un peu les effets spéciaux, mais ils vont surtout te raconter le drama entre les mecs, et ils veulent faire mieux que l'autre, et ils sont, à la fin, ils ont un petit reveal où chacun montre son truc et les autres essayent de les noter pour voir qui va gagner. Ils en ont fait un autre, par exemple récemment, où en fait, ils expérimentent pas mal avec tout ce qui est l'intelligence artificielle et les deepfakes, etc. Et en gros, il essaye de faire un deepfake de son collègue et ensuite d'appeler ses autres collègues sur Zoom et d'essayer de se faire passer pour l'autre. Et en voyant si le deepfake, il est assez bien, tu vois. Et c'est une manière assez marrante de te parler de ça, mais juste, c'est le storytelling de comment est-ce qu'il va te construire son histoire autour de ça et la manière dont le vlog est construit, le montage, le storytelling. Enfin, vraiment, c'est une de mes chaînes préférées pour la passion des gens dedans, pour le fait qu'en fait, c'est un des rares contenus, quasiment tout domaine confondu, qui te montre des gens qui travaillent. Ils vloguent pas leur vie chez eux, ils vloguent que au bureau en fait. Ils vloguent que au bureau et c'est méga intéressant. À la manière dont on se capable de raconter un sujet assez ésotérique que peu de gens sont capables de comprendre de manière vachement accessible. Les idées, la passion, l'innovation qu'ils ont derrière, etc. Voilà, moi ça me met la pêche. Je trouve ça ultra bien fait en termes de vidéo. Les personnalités sont géniales, etc. Je suis un énorme fan de cette chaîne. Ça marche, c'est noté. Corridor Crew, j'irai checker dès ce soir et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, toi qui nous écoutes, à aller checker également. Stan, pour les copywriters freelance qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Donc, la chaîne YouTube, qui est là où environ 420 000 personnes me suivent, c'est Marketing Mania. Le site web, c'est marketingmania.fr. Et si tu veux avoir différents lead magnets sur différents éléments, tu vas sur marketingmania.fr. Et puis après, tu cliques. J'ai une formation gratuite sur comment devenir freelance, comment monter une audience, etc. Tout ça, c'est sur le site marketingmania.fr. Pour ceux qui sont curieux, on a parlé de Schoolmaker, c'est schoolmaker.com. C'est noté. Je mettrai tous les liens en description. C'est vrai qu'on a sans doute aussi des entrepreneurs qui nous écoutent. Et encore une fois, tu as fait une top formation gratuite sur comment créer en fait un produit un peu irrésistible, une offre irrésistible grâce à Schoolmaker. Moi, ça reste un des trucs que je vais recommander à tous mes potes parce que cette séquence email, moi, elle me retourne la gueule. Donc, j'invite pareil les personnes qui nous écoutent à aller checker ça. Ça fait plaisir que tu me dis ça parce que c'est un de mes derniers gros projets copywriting que j'ai fait récemment. Tu vois, en plus que j'ai fait, là, je l'ai fait vraiment tout seul à partir de zéro parce que c'est un truc que je connaissais bien, tu vois. Et là, c'est un de mes derniers gros projets d'écriture, un peu en solo, tu vois, cowboy solitaire, que je fais plus si souvent que ça. Mais du coup, c'était assez fun d'écrire ça. Je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé. J'ai pris des notes. Là, je suis revenu dessus. C'était en début de semaine. Et moi, ça m'a aidé perso pour le business aussi, puisque de toute façon, c'est un système qui correspond à ce que tu vends avec Schoolmaker. Donc ouais, non, franchement, c'est canon, mec. De ouf. Top. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup merci pour ton invitation. C'était un plaisir d'être là pour l'inauguration. Yes, merci infiniment d'être venu. Et du coup, je te dis à très vite. Ça marche. Salut à toi, salut à tous. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode. Pour rappel, tu peux découvrir la deuxième partie de notre échange avec Stan dans l'épisode de podcast suivant. Cette partie correspond en réalité au début de l'échange que j'ai eu avec Stan, dans laquelle Stan nous partage comment il fait du copywriting en équipe, comment il collabore avec son copywriter, comment il l'a trouvé, ce qu'il attendait de lui et à quoi ça ressemble de bosser dans un business comme Marketing Mania. Tout ça, c'est disponible dans la deuxième partie de notre échange et c'est accessible dès à présent via l'épisode suivant. Et si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats, et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors tu es bienvenu chez Copy Rockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com, COPYROCKSTARS.com. Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copy Rockstars Club
et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. D'ailleurs, selon ta situation, tu recevras une séquence personnalisée, c'est-à-dire que tu sois entrepreneur, tu auras une séquence personnalisée, si tu es copywriter, tu auras une séquence personnalisée, et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails. Pour accéder, encore une fois, c'est tout simplement copyrockstars.com.